Bon, nous sommes donc place Garibaldi à Nice, à côté de la maison d'association, au bar à la Brasserie de la Nation, en compagnie de Nicolas Limousin et de Philippe Rénicoli, responsable du site autour-de-la-lune.com. Voilà, donc vous avez assisté un peu à nos discussions au cours de ces 2 jours là. On va essayer de reprendre un certain nombre de questions qui ont été posées par nos différents interlocuteurs. Alors, bon, j'ai passé la matinée à discuter avec Véronique Coquille, que j'ai interviewée, et on a remarqué quand même que, comment dirais-je, beaucoup d'astrologues avaient des difficultés avec la question de normes et d'approche générale. Alors, j'ai pas compris ce que vous avez dit. Qui avait des problèmes? Beaucoup d'astrologues, notamment d'astrologues féminines d'ailleurs. Et donc, la question, c'était finalement quelle était la finalité de l'astrologie. Est-ce que l'astrologie, comme dans d'autres domaines comme la médecine par exemple, ou quand, je sais pas, même dans la maçonnerie, dans la plupart des métiers, il s'agit quand on a affaire, il s'agit de respecter un certain nombre de normes de construction, de normes de fonctionnement. En médecine, bon, il y a une certaine anatomie qui est normale, et puis il y a des pathologies, des gens qui ont perdu un bras, ou un traumatisme, etc. Donc, automatiquement, d'ailleurs, on en parlait hier soir avec M. Limousin, automatiquement, quel que soit le métier qu'on fait, on a toujours affaire à des situations où il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut rétablir, par exemple, je ne sais pas, s'il y a une fuite d'eau dans une maison, l'homme de l'art, le plombier, il est censé réparer. Le métier, on répare. Quand on connaît son métier, en électronique ou n'importe où, vous réparez un matériel. Donc vous le remettez en conformité avec les normes. Et en médecine, c'est évident aussi. Un gynécologue, si une personne a eu un problème d'ovaire, il va intervenir, il va faire des choses, il va essayer de régulariser les choses, de réguler les choses, de les remettre à la norme. Et on a l'impression qu'en astrologie, une difficulté, c'est justement qu'on ne sait pas très bien où est la norme. C'est-à-dire que quand on demande à un astrologue à quoi quel est son travail, il ne répond pas je reviens aux normes. Ou alors pour lui la norme c'est le thème natal. C'est-à-dire que le thème natal peut difficilement être une norme puisque c'est un cas unique. Donc une norme c'est pas valable pour un cas unique. Donc là on a des difficultés que je voudrais mettre un peu sur le tapis en attendant votre ami de vie, qui ne va pas tarder. Ce matin, je parlais avec Véronique Coquille, elle a employé l'expression il faut positiver son thème. C'est intéressant. C'est intéressant, mais qui effectivement est assez significative du fait que le thème devrait être la norme. En fait, la personne arrive avec son thème et il faudrait la mettre en conformité avec son thème. C'est ça. Voilà. Or, le thème, paradoxalement, ne peut pas être une norme, puisque justement, il est unique. Donc il y a une espèce de nœud qui n'est pas résolu, comme si ce qui est unique était amené à devenir la norme. Alors la question, bon, d'un autre côté, je terminerai mon exposé rapidement, d'un autre côté, par exemple, les gens qui viennent à l'astrologie sont souvent des gens qui disent, par exemple, au départ, qu'est-ce qu'ils savent, du signe du scorpion, etc. L'astrologue qui les reçoit, il pourrait leur dire, écoutez, oui, vous êtes peut-être du bélier du taureau, mais pour différentes raisons, la norme bélier ou taureau, par exemple, parce que vous êtes un grand amateur de zodiac, la norme du bélier du taureau, bon, ben, vous n'êtes pas tout à fait en phase. Vous êtes un bélier, oui, mais il y a des choses qui font que votre dimension bélier, elle n'est pas tout à fait là. Qu'on puisse effectivement utiliser le thème natal, à la limite, pour voir ce qui peut déroger à la norme, ou peut différencier de la norme, ça me paraît très à la limite intéressant.
Mais c'est pas le discours qui est tenu non plus. Voilà. Donc, pour différentes raisons. Donc, en fin de compte, au lieu de dire, bon, on va. Parce que soit Louis Contraire, il a tendance à rejeter l'idée de norme. Vous lui dites, les béliers, il dit, ah, mais les béliers, avec ce qu'on racontait les béliers, il y a des millions de béliers. Il y a une espèce de difficulté avec la norme. C'est-à-dire que dès quelque chose qui serait valable pour un grand nombre de personnes, il y a un problème. Au lieu de dire, ben non, ben c'est vrai, il y a des choses qui sont valables pour beaucoup de personnes, mais il peut y avoir effectivement des cas où la personne, par raison pour l'autre, ne peut pas fonctionner, comme par exemple l'homosexualité, comme je sais pas. Donc c'est cette espèce de nœud de problème qui ressort. Parce que tous ces colloques sont très intéressants, parce que souvent ils font ressurgir des problèmes. Moi-même, j'apprends beaucoup des colloques que j'organise, parce que même les réactions des gens, ce qu'ils laissent entendre, ce qu'ils laissent transpirer, moi ça me fait demander pourquoi est-ce qu'elle a dit ça. Et même quand des colloques sont un peu confus, parfois je retire après le validateur, il y a des choses qui me viennent. Voilà, donc l'enjeu c'est qu'on a l'impression, vous savez que on a l'impression que il y a aussi une sorte de fixation contre l'astrologie mondiale. C'est-à-dire, l'astrologie mondiale, non, c'est trop général, c'est global, et nous, on est dans l'individuel, comme si l'individu n'avait pas de rapport avec le collectif, n'avait pas de rapport avec le mondial, etc. Donc là aussi, non mais c'est les mêmes, on fait un peu un état des lieux, il y a aussi ce problème-là, voyez-vous, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, et ça trahit bien ce fait d'insister sur le fait qu'on n'est pas concerné par les grandes configurations mondiales, par les grands signaux mondiaux, mais qu'il faut tout de suite aller sur le thème natal et qu'il faut l'étudier en dehors de ces... Voilà, il faut l'étudier en dehors de ces configurations. Or, les configurations, quelque part, elles donnent la norme prévisionnelle. Si vous avez un aspect dans le ciel X ou Y, c'est un aspect qui va se répercuter à tous les niveaux. Donc ça, c'est un vrai aspect. Et oui, évidemment, étudier. Par contre, moi, ce que j'ai un peu dans mon collimateur actuellement, c'est la théorie des transits. Parce que la théorie des transits, justement, elle contourne la théorie des rapports entre le ciel et le thème natal. Ah, par décalage. Non, parce qu'elle établit des configurations, non pas à partir d'une configuration qui est dite dans le ciel, mais la configuration qui se forme entre une planète et le thème natal. Donc on n'a pas à faire une configuration. Or, comme je vous le disais hier, cher monsieur Dumoulin, la configuration, c'est à mon avis le fonds de commerce de l'astrologie. Quand on dit qu'il y a un signal qui est provoqué par deux facteurs qui sont dans un certain écart, là on est vraiment dans l'astrologie. On n'est pas là seulement pour dire qu'il y a une influence de telle ou telle planète seulement, mais il y a une configuration. C'est la configuration elle-même qui est intéressante. À partir de ce moment-là, moi je dis, j'en faisais état hier matin dans mon atelier, je dis, on devrait étudier les transits que quand il y a une configuration au niveau mondial. Parce qu'elle serait réelle. Oui, c'est-à-dire qu'il y aurait effectivement un phénomène réel à un certain niveau, et après on descend à un niveau plus particulier. Mais si on établit, par exemple, parce que Saturne est toute tout seul dans le ciel, il n'y a aucun aspect important, mais on va quand même l'étudier par rapport au thème natal, c'est là qu'il y a un problème. À partir du moment où on parle de signal, on parle obligatoirement de réceptivité de ce signal. Le thème natal va nous servir justement pour savoir à quel type de signal et surtout à quel moment une personne va être réceptive au signal. Exactement, oui, c'est ce que je vous dis. Mais quand il n'y a pas le signal, c'est pas la peine. Oui, mais ce signal peut s'individualiser si justement il y a une correspondance entre le thème natal et une planète en transit, y compris donc, pour reprendre votre exemple, si Saturne par exemple ne fait pas de configuration planétaire. Oui, donc effectivement, on venait en aparté de dire, à partir du moment où on ne tient pas compte du thème natal, un aspect, pour le coup là, la configuration en question céleste devrait toucher tout le monde et de la même façon. Le problème n'est pas que une configuration céleste ne touche pas tout le monde, ça c'est logique. Mais par contre, il va falloir l'individualiser sur le thème natal, qu'elle se traduise différemment dans la vie de chaque personne. Oui, mais le problème c'est de ne pas partir de configuration céleste et de créer une pseudo-configuration en prenant une planète qui n'est pas en configuration dans le ciel et de la relier directement au thème natal. Là, on en revient puisque vous êtes un fervent défenseur du signal, de la notion de signal. Voilà.
chaque personne, selon sa naissance, va être réceptif à certains moments et d'une certaine façon aux signaux en général. Et la façon de percevoir cela, c'est de se référer au thème natal. Non, mais attendez, je crois qu'on a compris. Il faut déjà qu'il y ait le signal. S'il n'y a pas le signal, on ne se réfère pas au thème natal. Or, pour qu'il y ait signal, il faut qu'il y ait la configuration. Ça, c'est obligé. Et dire qu'il y a un signal déjà du simple fait que la planète passe sur un point du thème natal sans être elle-même en situation de signal, c'est privilégier, c'est nier le principe de la configuration. Vous créez une configuration entre la planète à un moment donné et le thème natal, mais la planète elle-même n'est pas en configuration dans le ciel. Mais il y a deux niveaux d'interprétation. Il y a effectivement un niveau qu'on va pouvoir qualifier de mondial, avec des répercussions individuelles, et un niveau qui sera individuel où le fonctionnement ne sera pas tout à fait le même. Mais on peut tout à fait, comme vous disiez vous-même, étudier déjà, c'est déjà beaucoup. Si on s'intéresse qu'aux configurations signal qui se produisent, on a déjà du travail. Et on peut déjà voir leurs répercussions dans le thème natal. On n'a pas besoin de rajouter les cas où il n'y a pas de configuration. Oui, mais alors, ça aurait l'air de dire que ce n'est que lorsqu'il y a un signal, donc il y a un point important dans le ciel que l'on va regarder, et ça sous-entendrait l'idée que vous avez l'air de dire qu'il n'y aurait donc pas d'influence en dehors de ce signal-là. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas en fait d'influence toute la journée, à toutes les minutes de la journée qui tournent, et qu'il n'y aurait pas à chaque seconde un thème astral, enfin pas un thème astral, mais à chaque seconde une influence. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. C'est le problème du continu et discontinu. Oui. Cela dit, je vous signale que le nombre de configurations qui existent est déjà énorme, parce que si vous tenez compte de toutes les configurations reste avec la Lune, etc., donc c'est pas la peine d'en rajouter. On a déjà suffisamment de configurations possibles, avec toutes sortes d'aspects que vous pouvez d'ailleurs inventer en plus. Hein. Vous pouvez toujours inventer un truc, mais le principe c'est de dire, voilà, il y a une configuration entre le facteur A et le facteur B, il y a une configuration qui existe dans le ciel. Hein. Maintenant, on va voir comment elle fonctionne. Si en plus de ça, vous commencez à étudier les effets d'une planète qui n'est pas en situation de configuration, vous discréditez l'astrologie parce que toute la théorie du signal est cassée. Il faut avoir une théorie compétente. Donc, si vous dites que le signal est déclenché par une configuration, maintenant, on va voir comment ce signal se répercute chez quelqu'un. Donc, c'est une nouvelle théorie des transits qui fait qu'on abandonne les fautes, qu'on abandonne les conflits. Et en plus, l'intérêt de cette théorie, c'est que ça permet de passer de manière beaucoup plus satisfaisante du général au particulier. Parce que la configuration, elle existe pour tout le monde. Elle existe pour tout le monde. Alors qu'une planète qui est toute seule dans le thème, dans le ciel, elle n'existe que pour la personne qui a un aspect avec son propre thème. Voyez-vous, donc déjà, on limite les dégâts, on limite la casse. Non, on reste dans un système de transit. Ça fonctionne. C'est un transit, mais avec un transit de configuration. À la limite, on peut le concevoir dans ce cas-là, mais si on n'utilise pas les non, mais c'est un transit de configuration, et dire qu'on ne prend que des transits de configuration. C'est ça que je propose comme idée. Mais alors, il restera l'idée de savoir quand est-ce qu'il y a ce transit de configuration. Est-ce que c'est un transit que j'appellerais pur, parce que c'est vraiment une planète sur une planète, et à ce moment-là, ça sera une très bonne définition de transit, ou est-ce que, et c'est là peut-être que ça va tiquer pour vous, est-ce qu'on pourrait considérer aussi qu'il y a d'autres aspects que la planète, par exemple l'horoscope, c'est-à-dire l'ascendant, ou les points des maisons, qui pourraient être, ou une étoile quelconque, qui pourrait être transitée. Non, mais tout c'est très... Non, mais voilà. On est d'accord. Le principe, je laisse chacun faire ce qu'il veut dans cette histoire. Je dis simplement, chacun décide ce qu'il veut de ce qu'il appelle une configuration. Chacun décide de quels aspects sont importants pour lui. De même que chacun décide ce qu'il veut, de comment, quels sont les transits de ce transit de cette configuration sur le thème natal. S'il veut tenir compte du passage des rapports. En plus, vous avez un double, comme vous avez une configuration, donc vous avez déjà un double transit. C'est-à-dire que, parce que vous avez la configuration, vous avez par exemple Saturne-Uranus, Saturne peut être en transit, peut être en rapport avec un point du thème et pas l'Uranus. Mais il le sera par le fait que la configuration existe quand même. C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'il sera aspecté non pas dans le thème, mais dans le ciel par la... Donc, c'est-à-dire, d'ailleurs, beaucoup d'astrologues le font aussi. Ils disent qu'à partir du moment où j'étudie un transit, je vais également étudier les aspects de cette planète à d'autres planètes dans le ciel et pas seulement dans le thème. Voilà, donc de toute façon, le problème va se poser. Monsieur Devy, oui. Alors on va écouter Dominique Devy. Non, je veux simplement poser une question. La question suivante, ce que tu entends par signal. Est-ce
Est-ce que c'est une influence matérielle ou est-ce que c'est une simple histoire de synchronicité? Voilà. Bon, ben ça, on peut effectivement en parler rapidement. Je pense que c'est pas le sujet. Mais pour moi, effectivement, on a eu une petite altercation hier avec Monsieur Limousin justement à ce sujet. L'astrologie, pour moi, est une astrologie du signal. Signal, déjà la première définition, signal en tant que configuration. C'est-à-dire que le signal astrologique, pour moi, c'est le fait qu'il y ait deux planètes qui soient configurées. C'est-à-dire que c'est pas la planète qui joue sur le thème, tout seul, ça, c'est pas, à la limite, tout à l'heure Véronique me disait, mais quand une planète rentre dans un signe, est-ce que c'est une configuration? Je dis peut-être, éventuellement, si on considère que le début du signe est un point d'énergie, on pourrait à la limite le considérer comme une configuration. Moi, je préfère que ce soit une configuration entre un astre, entre deux astres, mais on pourrait à la limite admettre une configuration. Du moment qu'il y a configuration sous une forme ou sous une autre, c'est déjà moins pire. Donc, qu'il y ait une configuration avec, comme ça dans le ciel, avec une autre planète, avec une étoile, avec le début d'un signe, avec les équinoxes, bon, pourquoi pas. Bon. Deuxièmement, qu'on étudie les transits de cette configuration par rapport en aspect X ou Y avec les points du thème natal, par rapport à l'ascendant, par rapport au descendant, pourquoi pas. Mais ce qui est important, c'est de ne pas accepter l'idée d'un transit qui existe, qui n'y a pas de configuration. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que c'est la planète elle-même qui devient un signal, et non pas la configuration qui est signal. Alors justement, toute la théorie qui est débattue là, c'est que c'est la configuration qui fait signal. C'est-à-dire que c'est pavlovien, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est parce que deux facteurs se mettent dans un écart particulier que ça déclenche le signal. Bon. Et c'est pas simplement la planète toute seule à 5 degrés du Verseau sans aucun rapport avec quoi que ce soit. Mais ça pourrait être autre chose que ça. Pourquoi vous ayez posé cette question? Alors, mais j'ai pas répondu à la question de M. Devy pour l'instant. Tu n'as pas répondu. Non, j'ai pas répondu. Avant de si j'y ai répondu, mais j'ai donné les préliminaires de ma réponse parce que on n'est pas en train de s'appeler de discuter le signal. Là, moi, je dis une certaine théorie du signal. Je pense que la réponse, c'est 3-4 mots. Voilà. Alors effectivement, pour moi, après on dit qu'il y a un signal, ça veut dire que ce n'est pas une influence, justement, pour répondre à la question de M. Nicoli, ce n'est pas le ciel qui constamment nous envoie des signaux, c'est le ciel qui nous envoie des signaux que quand il y a signal. C'est-à-dire que c'est... La description là, délicate. Mais non, mais c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne recevrait pas le... Ça fout en l'air toute la théorie des marées. Le calendrier qu'on trouve par exemple à l'Atlantique ou Chili, Oui. dans lequel tous les jours on parle du calendrier des marées. Avec Pourquoi pas? On est bien Quelque chose à dire. contre l'influence des marées. Non. Bon. Je peux. Bien. Parce que là, Oui, Pourquoi l'influence des marées n'implique pas des configurations? non, mais c'est pas ça. De toute façon, moi, je n'ai pas mon proche. Enfin, donc, je termine ce que je disais. Donc, effectivement, il y a le ciel ne nous envoie pas en permanence des signaux, c'est-à-dire en permanence, je veux dire à chaque instant, mais il nous envoie un grand. Bon, moi là, je vais pas prendre la distance. Il nous envoie une certaine série de signaux qui sont marqués par justement des configurations. C'est à l'astrologue de déterminer ce qu'on entend par configuration. Par exemple, si vous voulez prendre un aspect 72 degrés comme configuration, vous prenez pas. Le principal, c'est que vous soyez logique avec vous-même. Donc il y a une configuration, il n'y a pas tout le temps des configurations, mais il y en a beaucoup. Bon, à partir de ce moment-là, nous sommes plus ou moins capables, nous, de capter ces configurations et de réagir à ces configurations. Bon, donc si effectivement il y a une configuration Saturne-Lune dans le ciel, c'est une configuration qui va pouvoir avoir un effet sur un certain nombre de personnes qui sont aptes à décoder ce signal. Bon. Mais ça veut dire aussi que ce ne sont pas des planètes qui agissent sur nous. Ce sont des signaux conventionnels, alors là on peut discuter là-dessus, ce sont des signaux auxquels nous sommes programmés au niveau génétique depuis des millénaires à réagir et à interpréter et à repérer, surtout, Donc il y a parce que Ça sous-entend une conscience de l'être humain des phénomènes astrologiques. C'est ce qu'on non, a une inconscience. oui, aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire, j'en ai parlé d'ailleurs hier, j'ai dit conscience subconsciente. Conscience subconsciente, parce que, et d'ailleurs, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des points les plus intéressants à débattre au niveau de la norme, c'est qu'il y a un décalage entre l'astrologie réelle,
qui est celle de notre subconscient, et l'astrologie fresque qui nous dit ce qu'est supposé être ce subconscient. Parce que, je veux dire que ce qui traîne dans les traités d'astrologie sur ce qui est censé être notre rapport au ciel ne coïncide pas forcément avec la réalité de notre rapport aux astres. Donc la science astrologique n'a pas forcément les clés de ce que nous ressentons. Et c'est justement ça, il y a un hiatus, pour moi en tout cas il y a un hiatus, entre ce que l'astrologie dit et la façon dont nous sommes reliés aux signaux cosmiques, il n'y a pas forcément de rapport très évident. Ça c'est le rapport entre, c'est l'opposition entre culturel et naturel. Nous avons une astrologie intérieure en nous, qu'on peut observer, et puis il y a aussi une astrologie, un discours astrologique qui dit aussi des choses sur cela, qui s'ajustent plus ou moins bien avec ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que l'astrologie n'est pas forcément capable actuellement de nous dire ce qui se passe vraiment en nous sur le plan de notre astrologie intérieure. Et elle n'en sera jamais capable. Dans ce sens-là, on pourrait opposer une sorte d'horlogerie biologique qui répond aux signaux et une philosophie astrologique qui aurait été développée, tendance culturelle, en fonction de l'époque de la région, et qui essaye effectivement, en fonction de l'environnement, d'interpréter ces signaux. Oui, c'est un peu ce qu'a fait Michel Gauquelin. Michel Gauquelin, il a fait abstraction totalement de la tradition, mais il s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à trouver. Et lui, il l'a trouvé, et ce qu'il a fait apparaître, c'est ne correspondait pas nécessairement à cette tradition. Donc là aussi, donc c'est un autre point que je mets sur le tapis, c'est-à-dire que ça correspondait, ça recoupait, mais ça ne validait pas la totalité de la tradition astrologique. Non, c'était partiel. Non, mais donc on est plus d'accord. Donc si ça a recoupé, bien sûr que cette tradition, il est évident, d'ailleurs, quelqu'un qui serait méchant disait de toute façon, il y a tellement de choses dans la tradition astrologique que quoi que ce soit qu'on fasse, ça recoupe toujours quelque chose. Mais si ça recoupe 1%, si on arrive à valider 1% de la tradition astrologique, ça ne sera pas très haut à l'honneur de la tradition. Et là, ça c'est tout à fait son avantage. Chapeau pour son Bon, alors je voudrais Oui, mais en fait, j'ai pas eu la réponse à ma question. Si, mais j'ai eu un début de réponse, mais moi j'en ai Tu permets quand même. Ben oui. Alors, bon, il y a simplement une phrase de Plotin, les astres sont signes mais non causes. Ils ne sont pas causes dans la mesure où il n'y a pas d'influence matérielle comme dans les marées, mais ils sont signes en tant que signe symbolique, c'est tout. Bon, ça, oui, mais ça revient. Mais moi je réponds, Non, mais moi, ça ma réponse revient à la c'est ni l'une ni théorie l'autre. de la synchronicité de Jung, sauf qu'il s'est foutu dedans quand il a comparé un natif à une grappe de raisin qui est le fruit de l'absence de l'année. Moi depuis 20 ans, On est dans le symbolisme pur, c'est tout. Alors comment on est connecté, on n'en sait rien. Mais ça, c'est parce que vous voulez rester accroché à la théorie de Plotin. Moi, je ne veux pas rester accroché à la théorie de Plotin. Moi, j'ai Mais du je mal. constate que les gens qui veulent prouver scientifiquement l'astrologie perdent leur temps. Parce que l'histoire des marées, c'est pas de l'astrologie, c'est de la météorologie, c'est de la physique. Oui, mais on n'en sort pas. Hier encore. Mais c'est non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. C'est pas un problème. Non, mais Quand Gauquelin dit lorsque certains astres sont à 90 degrés, il y a une telle influence, il a dit ce terme, Oui, c'est lui qui le dit. c'est lui qui le dit, on a remarqué sur Terre le gène de certaines émissions, je ne sais pas exactement lesquelles, avec les radars. Oui, il y a des Monsieur Limousin, le problème c'est que Michel Gauquelin, il a fait une sorte de syncrétisme assez étrange. Dans ses préfaces, il parle de certaines choses, et dans ses ouvrages, il parle d'autres choses. Non, mais c'est grave, c'est grave. Parce que, par exemple, il fait préfacer ses ouvrages par des gens qui sont des spécialistes de la chronobiologie, de la météorologie, les grands mais ces livres n'en traitent absolument pas. Alors faites attention, en réalité, il se met un peu sous leur autorité, mais en réalité, ce qu'il fait, elle n'a rien à voir avec les références qu'il se choisit par ailleurs. Oui, après, il est très conventionnel. Alors, au lieu de faire un travail lui-même sur la théorie de son travail à lui, il fait appel à tel et tel grand spécialiste des rythmes, qui va préfacer un de ses bouquins, et qui est complètement décalé par rapport à ce qu'il fait. Alors, il va parler des horloges cosmiques, alors que lui-même, mais ça existe, les horloges cosmiques, ça existe, mais alors que lui-même, il ne fait pas, alors que son travail ne s'institue pas forcément dans ce domaine-là. Il y a un double langage chez Michel Gauquelin qu'il faut connaître. Oui, ce que vous dites est vrai, mais ce que je voudrais comprendre, c'est quel est l'intérêt de s'amuser
renverser la situation. Par exemple, dans votre cas, je trouve que vous renversez. Jusqu'à présent, le système était de dire il y a une influence astrale, c'est l'influence de la Lune qui passe, c'est l'influence de Saturne. Et là, vous partez de l'idée qu'il n'y a pas d'influence, mais que nous allons à cette influence. En fait, on a l'impression qu'on revient au même, mais qu'on change de langage. Monsieur Limousin, je crois que j'ai déjà exposé assez longtemps cette idée. Ce qui est vrai pour le Soleil et la Lune n'est pas forcément vrai pour Saturne ou pour Mercure, monsieur. Non, mais c'est même pas ça. Les effets de la Lune et du Soleil sont évidents, sont connus. L'astrologie a construit par analogie un système où elle accorde des valeurs, des significations à des planètes, mais qui n'ont pas du tout la même réalité scientifique que le Soleil et la Lune. Ah, mais parce que, non, mais ça, je savais pas que vous dissociez. Mais si, alors peut-être que vous n'avez pas suivi mon enseignement, mais je dis qu'il y a une proto-astrologie qui est solilunaire, qui correspond à une astrologie, je dirais, de l'évidence de l'été et de l'automne, et puis il y a une astrologie beaucoup plus tardive, parce qu'entre le fait d'observer le Soleil et la Lune et découvrir que Saturne n'est pas une étoile, par exemple, il y a des dizaines de milliers d'années qui se sont écoulées. Donc la connaissance des planètes est quelque chose, d'abord qu'il n'y a que les hommes qui connaissent les planètes, les animaux ne connaissent pas les planètes, ils connaissent les luminaires, ils ne connaissent pas les planètes. Ils n'ont pas identifié Saturne comme planète. Alors oui, mais alors ça c'est contradictoire avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah bon? Oui, mais si, Écoutez, alors ça c'est étonnant. Et capable de pouvoir aller jusqu'à eux, ces astres, c'est un peu ce que vous avez dit, ils n'ont pas d'influence des astres, mais nous serions capables d'aller les reconnaître. Si moi j'en suis capable, un animal est capable. Non, parce que je vois que vous n'avez pas écouté, parce que justement, nous sommes programmés à reconnaître ces facteurs. Ce sont des signes. Ben nous, les êtres humains. Pourquoi pas les animaux? Mais parce que ça relève d'abord, premièrement, il faut déjà avoir repéré les signaux. On vient de vous dire à l'instant que Saturne n'était pas connue, est une planète qui est le résultat d'une découverte scientifique. Les animaux ne font pas des découvertes scientifiques. Ils n'ont pas découvert Saturne, les animaux. Nous, on a découvert Saturne. Quand vous dites c'est subconscient, il n'y a rien à découvrir, ça se fait. Ah non, vous avez sauté sur le mot subconscient. Subconscient, c'est quelque chose qui est... Ah non, mais subconscient, c'est pas ça du tout, le subconscient. Subconscient, c'est quelque chose qui était conscient à un moment donné et qui progressivement, à travers les siècles, est devenu subconscient. C'est pas quelque chose qui est subconscient depuis l'origine des temps. C'est le subconscient, c'est une construction. Par exemple, quand vous conduisez de manière subconsciente. Vous avez des habitudes subconscientes, mais au départ, quand vous avez commencé à conduire, c'était laborieux. Donc c'est pas du tout. Alors moi, ma pensée est beaucoup plus subtile que ça. Donc effectivement, deuxièmement, ce sont des signaux que l'humanité, que les sociétés anciennes se sont donnés. J'en ai parlé longuement, mais peut-être pas quand vous étiez là, parce que finalement je me souviens plus très bien quand vous étiez là ou pas là. Mais donc ce sont des signaux que l'on s'est donnés, qui sont des signaux de repérage, qui sont des signaux sociaux. C'est-à-dire que la cité, n'est-ce pas, c'est comme moi je dis toujours, les cloches de l'église qui sonnent, au lieu que ce soit des cloches qui sonnent, c'est un signal cosmique que tout le monde connaît, que tout le monde peut voir d'ailleurs. C'est pour ça que je refuse toutes les planètes transsaturniennes, etc. Parce que pour moi, il faut que ce soit un signal qui soit visuel et qui ait été visible depuis des millénaires. Or, la conjonction par exemple de Saturne avec une étoile, c'est quelque chose qui est un signal qui est connu et qui est connaissable depuis des millénaires. Le Saturne avec Neptune, non, ça existe, les sociétés traditionnelles ne l'ont pas connu. Non, on est dans le culturel complètement. L'astrologie est une subconscience qui est devenue une sorte de nature, mais qui au départ est complètement culturelle. Oui, mais enfin, il y a des tas de gens qui ne s'occupent pas de ce qui se passe au niveau des planètes, et je ne vois pas comment ils pourraient recevoir le signal. Mais c'est le subconscient, mais justement, c'est bien ça, c'est la capacité de la part de l'être humain. Jacques Alvron nous parle de conditionnement à très grande échelle, d'une sorte de programmation génétique qui serait arrivée au fil des millénaires et qui, encore à l'heure actuelle, quelle que soit notre connaissance, quelle que soit notre culture, quelle que soit nos connaissances, nous influence. Voilà. C'est votre théorie. Nous influence dans le sens où ça nous donne les facultés de nous repérer par rapport au ciel. Or, ce qu'a fait Michel Gauquelin, justement, et ça c'est pas moi qui l'ai inventé, Michel Gauquelin a démontré
que nous étions, à la naissance même, et même avant la naissance, capables, subconsciemment, d'une certaine manière, de savoir où se trouvaient les astres. Pour être à ces moments-là, à moins que vous considériez que c'est parce que c'est sa théorie, et moi j'avoue que ce point de vue-là est intéressant, sauf à considérer que les astres, que nous sommes marqués par les astres qui sont là à notre naissance, n'ont absolument pas décidé du moment où nous voulons naître, là vous éliminez cette théorie, mais si vous admettez que nous naissions par rapport à une certaine connaissance que nous avons de la situation du cosmos, à ce moment-là, effectivement, ça veut dire que nous avons un bagage très ancien qui nous permet de nous repérer cosmiquement. Mais est-ce qu'on garde ce bagage en étant incarné? C'est ça aussi le problème, qu'on l'ait avant la naissance et qu'on puisse effectivement décider. Ah non, mais moi je parle pas quand je parle du bagage ancien, je parle pas de karmique ou je sais pas quoi. Je parle d'une faculté génétique qui nous est transmise, comme le fait de savoir parler. Nous avons une faculté. Qu'est-ce que c'est que savoir parler, monsieur Nicoli? C'est aussi une certaine faculté de se repérer au niveau des sons, de structurer les sons. C'est un apprentissage tout à fait conscient. Non, c'est un apprentissage conscient, mais qui implique des facultés subconscientes. Non, attention. Vous demandez à un chien. Non. Moi, je suis un spécialiste un petit peu de cette dimension musicologie, etc. Linguistique. Non, bien évidemment, un enfant va pouvoir apprendre aussi bien le chinois que le français, mais il faut qu'il ait une capacité héréditaire et génétique très puissante qui lui permette d'intégrer cette langue et de pouvoir prononcer avec son propre appareil interne les mots. C'est pas du tout évident. Par exemple, maintenant que vous ayez un enfant, vous êtes un enfant, moi je vous dis papa. Je ne vous montre pas comment on dit papa. Vous entendez le mot papa, mais c'est à vous de trouver les moyens de prononcer papa. Et là, effectivement, vous avez un héritage qui vous le permet et qui ensuite, sans cet héritage préalable, vous ne serez pas capable de produire les sons qu'on vous demande de produire. Oui, mais il y a l'héritage qui existe, et il y a une formation. Oui, bien. Absolument. Pas du tout dans le même schéma. Mais là, si, on est dans le même schéma, parce que là, en l'occurrence, les personnes, là, imaginons par exemple que les gens naissent avec une capacité de repérer les configurations astrales. Mais non, justement, on n'est plus dans le même schéma. Pourquoi? Parce qu'on est avec la capacité de pouvoir articuler les sons en fonction de notre larynx. Mais on nous apprend à parler. Et alors, le repère. Alors, d'abord, attendez, on va revenir là-dessus, on va être. Voilà. La différence n'est pas aussi importante que vous le croyez. Dans un cas comme dans l'autre, je vais vous expliquer, monsieur Ridicoli. Quand un enfant entend parler autour de lui, il faut qu'il ait une certaine capacité de captation des sons. Bon, donc il capte des sons autour de lui. Donc il faut qu'il se repère au niveau de ces sons, qu'il les identifie et qu'il soit capable de les reproduire. S'il n'est pas programmé pour capter ces sons et pour les repérer et les identifier, il n'y aura pas de langage. Programmé, il est en capacité. Si, la capacité, c'est une programmation. Ça me semblerait. Comment? La capacité. Non, mais la capacité, mais pourquoi? Je ne vois pas le problème, la différence entre programmer et la capacité. Parce qu'un perroquet aussi peut entendre les sons et les répéter. Mais programmer génétiquement. Je ne dis pas programmer à son propre niveau. Non, mais pour qu'il y ait. Alors, quand vous avez dit capacité, ça ne gêne pas le mot capacité. On va vous demander d'où ça sort ces capacités. Capacité génétique. Mais ces capacités, elles ont bien. Toute capacité implique une programmation. L'évolution. Non. Écoutez, on va s'engager dans des discussions extrêmement. Non, mais d'accord, mais je veux dire que. Non, mais on va. Alors maintenant, on va être en train de discuter de Darwin, etc. Moi, je veux bien, il n'y a aucun problème. Moi, je gère tout ça. Mais je vous dis tout de suite qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Donc, il ne faudrait peut-être pas parler de ça indéfiniment, parce que programmation génétique, évolution, etc. Comment l'humanité est devenue ce qu'elle est devenue, comment elle s'est formée ce qu'elle est devenue. Mais je ne vous cache pas qu'on est vraiment au cœur de l'astrologie. L'astrologie s'inscrit dans le darwinisme. Oui, d'accord, mais il faudrait aussi avoir les connaissances nécessaires pour en parler, effectivement, parce que si moi je veux bien parler pendant 2 heures de l'évolution de l'humanité et comment l'astrologie s'intègre et se situe dans l'évolution de l'humanité. Et comment l'humanité, un des grands gains de l'humanité, c'est d'avoir justement, à un moment donné, su récupérer le phénomène cosmique pour l'intégrer dans son mode de fonctionnement.
Oui. Bon. Parce qu'à un moment donné, vous ne tenez pas compte de certains signaux, à un autre moment, vous en tenez compte. À partir du moment où il y a eu une période où l'humanité ne tenait pas compte. Donc il y a eu une période, selon vous, où l'humanité n'était pas du tout influencée par les astres. Sauf le soleil et la lune. Donc, Sauf le soleil et la lune, parce que le soleil et la lune, personne. en admettons, partons de cette théorie, essayons d'avancer, en admettons. À partir du moment où il y a une évolution dans la connaissance humaine et dans le rapport aux astres, on peut effectivement dire, à la limite, on part du visible extrême, le soleil ou la lune. La civilisation se parfait, s'améliore petit à petit, le cerveau humain grandit. Les gens sont de plus en plus conscients d'eux-mêmes, fouillent de plus en plus leurs connaissances. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire qu'il est logique qu'en fonction de cette évolution, de nouvelles planètes qui répondent à de nouveaux besoins sociaux, affectifs, etc., s'ajoutent à notre astrologie? Non. Moi, Non, mais de toute façon, je n'ai pas dit qu'on était à l'heure. Je vous dis qu'on a besoin d'énormément de temps pour discuter de cette question-là et que je ne veux pas vous asséner des trucs. Moi, je suis socratique. Il faut vous faire avancer petit à petit vers cette idée-là. Et c'est ce que j'ai fait pendant mon séminaire. Et c'est pas en quelques minutes qu'on va le faire. Je dis simplement qu'il y a un problème qui reste ouvert, que je suis disposé à organiser un séminaire là-dessus, mais qu'il faut prendre au moins 2 ou 3 heures pour en parler rien que sur ces questions-là. Parce que je vois que vous avez des idées préconçues là-dessus qui sont plus ou moins discutables. Bon, apparemment, moi pour l'instant, je fais simplement un constat des lieux. Je constate que tous les deux, pour vous n'êtes pas prêts encore à entendre cette idée d'une humanité qui, à un moment donné de son histoire, décide d'accorder de l'importance à certains signaux, et même à un nombre très limité de signaux, n'est-ce pas? Très limité de signaux. Et comment le savoir? Mais comment vous pouvez dire d'un seul coup que par le passé, d'abord il ne s'intéressait pas aux astres, alors qu'au contraire, moi, toute ma culture, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu entendre dire, c'était qu'au contraire, s'il y a quelque chose auquel l'homme s'était intéressé très tôt, c'était peut-être à l'orage. Mais monsieur, on n'est pas en dire le contraire. On n'a pas dit que c'était récent, cet intérêt pour les astres. Oui, mais donc... on a dit qu'à un moment donné, on a dit qu'il y a un moment où l'homme s'est contenté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, monsieur Moulin, je vous rappelle comme une vérité basique en astronomie, c'est qu'on a découvert les planètes très tard. Vous ne savez peut-être pas. Ah non. Bon, alors je vous l'apprends, on a découvert les planètes très tardivement. C'est-à-dire il y a quelques milliers d'années seulement. C'est déjà pas mal. Non, mais par rapport à l'histoire de l'humanité qui remonte à plusieurs centaines de milliers d'années, c'est rien du tout. Non mais, quand vous dites, on a découvert très tard. Oui. Nous, tout ce que l'on sait, voilà. Tout ce que l'on peut dire, c'est que, d'après les données que l'on a et les scientifiques, c'est vers la qualité que serait le berceau de l'astrologie. On pourrait partir de l'âge... Je ne parle pas d'astrologie, je parle de l'astronomie là. Bon, de l'astronomie... Je ne parle pas d'astrologie, je parle le moment où astronomiquement on a su que les planètes n'étaient pas des étoiles. Oui, bon, mais astronomie et astrologie, on le sait, écoutez, non. Pour l'instant, on parle d'astronomie, d'accord? Alors, en astronomie, on n'a pas su toujours qu'il y avait des planètes et des étoiles, d'accord? Écoutez, on ne va pas refaire le b.a.-ba. Si vous ne connaissez pas ça, c'est pas la peine, on va pas en discuter. Je vous dis que c'est comme ça. Hein? Non, mais d'accord. Je vous l'apprends, on ne va pas vous faire un cours d'astronomie. Je vous dis qu'il a fallu des millénaires avant de s'apercevoir que les planètes et les étoiles, c'était pas la même chose. Bon, c'est tout. On va pas passer la journée là-dessus. Oui, bon. Mais maintenant, ça fait quand même 4000 ans qu'on y est avec. Bon, écoutez, monsieur Limoux, d'accord. Eh bien, justement. Donc, ça fait 4000 ans. Eh bien, on connaît le Soleil et la Lune depuis des millions d'années, ça n'a rien à voir. Oui, mais depuis 4000 ans, maintenant, nous avons une astronomie. La question des signaux, l'humanité, nous naissons avec une capacité à capter des signaux, des signaux cosmiques. Apparemment, Gauquelin a montré qu'effectivement, nous avons une sorte de connaissance de la configuration qui se joue au moment de la naissance. Nous avons cette connaissance. Il n'a rien montré du tout. En fait, il a constaté. Non, je ne vais pas vous contrarier, je rien à votre Bon, écoutez, vous partez d'une idée fixe que c'est nous qui allons aux astres, avec le fait que Gauquelin aurait montré, moi je peux prendre exactement le problème et le remettre dans l'autre sens, en disant qu'il n'a rien montré du tout, et qu'en fonction d'une disposition de thème, que l'individu tente à suivre son thème, ce qui est exactement la même chose en arrière que je vous l'avais dit. Je peux très bien aussi... Mais ça c'est une théorie, ça c'est la théorie qui est déjà connue depuis... ça c'est pas nouveau comme théorie, ça. La théorie, moi, si vous voulez que je fasse un état des lieux, on sait très bien ce que les astrologues... On sait très bien ce que les astrologues...
les lieux communs sur lesquels les astrologues se mettent d'accord et sur lesquels il faudrait quand même revenir. Bon, alors maintenant, soyez un petit peu C'est le responsable. fondamental qui bouge. Alors, C'est la base. C'est la base. la divination par les tarots ou par autre chose, ça marche. Est-ce qu'il y a eu un conditionnement ancestral alors que les tarots existent depuis le Moyen-Âge? Je pense qu'il faudrait comparer l'astrologie et la divination pour en sortir. Pour sortir de Par quoi? exemple. C'est-à-dire. Non, mais j'en reviens à mon idée de synchronicité. Il y a Non, mais deux- c'est pas toi qui as inventé la synchronicité. Non, c'est pas moi qui Non, mais moi je ai parle inventé la d'un système que j'ai. Et Jung n'a rien inventé. La synchronicité comme principe de relation. Non mais ça, à cause, ça veut rien. Non mais ça veut dire. C'est un terme. On peut très bien prendre le mot synchronicité si on ne rentre pas dans le détail de l'analyse, évidemment. Non. Parce que qu'il y a eu aussi qu'on se soit programmé ou qu'on soit marqué, etc. On va pas revenir sur ce débat éculé sur la synchronicité. Toujours éculé. Non, mais moi je l'ai renouvelé ce débat, je l'ai complètement renouvelé de haut, de bas. Bon, alors bon, maintenant, c'est un sujet sur lequel on peut faire un séminaire entier, et j'ai pas l'intention de faire un séminaire là-dessus maintenant. Donc on va rester tout simplement sur la notion de synchronicité, genre comme ça, voilà. Alors on va pas rentrer dans le détail. Bon, si vous ne supportez pas qu'on discute de ces questions, de savoir comment l'homme capte ces signaux, on ne parle pas de ça, c'est tout, c'est point final. S'il y a des effets de résistance et de blocage, s'il y a des blocages trop importants sur ce sujet, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra vous prendre en situation, on va vous faire un séminaire très long pour que progressivement un certain nombre de blocages se défont, et apparemment c'est pas le moment. Bon, il faut le savoir. Moi quand je rencontre des gens qui ont des blocages, j'arrête parce que je dis, voilà, parce que c'est pour me renvoyer des trucs que je connais, qui sont hyper connus, etc., ça m'intéresse pas. Attendez, on va quand même faire un petit point. Jacques, vous nous invitez à discuter. On peut supposer que vous avez un minimum de connaissances de notre pratique, de nos... Mais justement, je les connais par cœur. Je connais par cœur les discours que vous tenez, par cœur. Alors si ça vous intéresse... Non, mais je veux dire que arrêtez c'est pas la question. La question c'est que je ne veux pas qu'on aborde certaines questions parce que je sais qu'elles font trop de problèmes pour qu'elles soient On aborde quelles questions? Bon, voilà. Bon, écoutez, on a. Bon, alors, par exemple, il y a une question qu'on peut aborder. C'est la question du thème natal, justement. Le thème natal. Alors, moi, je suis désolé, je reviens sur Gauquelin. Je pense qu'on ne peut pas non plus faire dire à Gauquelin n'importe quoi, n'est-ce pas? On ne peut pas récupérer Gauquelin n'importe comment. Gauquelin dit des choses qui n'ont pas été bien entendues, qui n'ont pas été bien comprises. Par exemple, il est clair que pour je ne sais pas si vous connaissez la théorie du repérage. Il y a des tas de choses qu'il faut connaître avant de discuter de ces questions-là. Se repérer, quand vous repérez dans un endroit, vous ne devez pas connaître uniquement le facteur que vous cherchez. Vous devez connaître l'ensemble des facteurs dans lesquels le facteur en question se situe. Donc c'est-à-dire que par exemple, si je veux détecter une planète, il faut que je connaisse le ciel dans son ensemble pour pouvoir trouver où est la planète en question. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour arriver à se focaliser sur un facteur, il faut en embrasser un très grand nombre. Vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bon. Alors, par conséquent, la connaissance, pour pouvoir détecter ou se repérer, il faut bien entendu prendre en compte un ensemble beaucoup plus grand de facteurs. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui fait une recherche sur un certain type de personnes, il va falloir qu'il étudie un grand nombre de personnes pour trouver les personnes qui l'intéressent. Donc on va brasser un très grand nombre une grande quantité de facteurs pour arriver à se focaliser sur un élément facteur. Oui. Alors, le problème, c'est de ne pas comprendre cette question du repérage. C'est-à-dire de croire que la totalité des facteurs qu'on va utiliser pour se repérer sont pertinents. Alors qu'ils ne sont là que pour avoir connaissance. Par exemple, quelqu'un qui connaîtrait toute la ville de Nice, ben, il ne vit pas à Nice, il ne vit pas dans tous les quartiers de Nice. Quelqu'un qui connaît l'histoire de France, il vit au XXe siècle. Il ne vit pas à Louis XIV. Donc nous avons un très grand nombre de connaissances que nous avons englobées, mais en réalité, ces connaissances ne nous sont utiles que par rapport à un problème précis. Ça dépend encore, parce que les exemples que vous donnez sont choisis, mais si on prend l'anatomie humaine par exemple, on va connaître chaque organe, et chaque organe va être important parce que tout fonctionne avec le reste. Alors dans le cas d'un système, oui, mais dans le cas d'un ensemble oui, mais dans le cas d'un système qui est fermé sur lui-même, effectivement, le problème ne se pose pas. Mais dans le cas, par exemple, du cosmos, le cosmos est un ensemble extrêmement complexe. Et dans cet ensemble de certains champs cosmiques, on ne va retenir que certains facteurs. Mais ces facteurs-là,
Par exemple, regardez, on revient à la fameuse question de la découverte des planètes. Il a fallu noter pendant des siècles les positions des étoiles, etc., pour s'apercevoir que certains points avaient bougé. Je ne sais pas vous rendez compte. Bon, et ça a demandé énormément de temps pour arriver à cela. Donc la connaissance, paradoxalement c'est amusant, parce que la connaissance de la totalité des étoiles a permis d'isoler les planètes. Donc la connaissance de centaines et de centaines d'étoiles a permis d'isoler 4 ou 5 planètes. Donc, il faut bien comprendre, donc il y a, mais d'un autre côté, si vous ne connaissez pas cet ensemble, vous n'arriverez pas à repérer ces facteurs. Et cette dialectique entre la connaissance utile pour arriver à repérer et les facteurs que je vais utiliser, c'est pas du tout la même chose. Hein? Donc, dans le thème astral, la question qui se pose, que dans le cas de Gauquelin, par exemple, Gauquelin, il met en évidence un facteur qui a joué sur la personne. Mais au moment où ce facteur a joué, il y avait tous les autres facteurs qui étaient là, et qui n'ont pas joué. Au moins qu'il n'a pas de lui signifié. Là, on aborde obligatoirement la théorie des dominantes à ce moment-là, effectivement. Qu'est-ce qui va dans un thème agir le plus Lui, il a choisi ces deux-là. Non, il n'a pas choisi. Il a validé. Il n'a pas choisi. Il n'a rien choisi du tout. Il a fait un truc. N'employons pas un mot choisi. Il a validé, mais il a bien été obligé de faire un choix pour valider. Si, pour pouvoir valider et partir sur cette base, il a bien fallu qu'il... Mais il a éliminé des tas de facteurs. Oui, donc il a choisi. Non, il a éliminé par statistique. Il n'a pas éliminé a priori. Il a éliminé par résultat. Vous êtes spécialiste de jouer sur les mots. Soyons sérieux. Je vous le dis, hein, monsieur, vous jouez toujours et perpétuellement sur les mots. Ah bon, d'accord. Je pense. Et ça va être un problème parce que des fois, on risque de pas être 5 points parce qu'on arrivera. Alors, il n'a pas éliminé, vous voulez nous faire croire qu'il a éliminé volontairement certains facteurs. Non, peut-être pas éliminé, il a choisi. Non, il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Il a découvert alors. Non, il n'a pas choisi. Il a pris une série de facteurs. Il y en a qui ont donné des résultats et d'autres pas. Vous comprenez ça? Ah oui, mais bon, les seuls dont on connaît. Soyons sérieux. On parle au niveau de sa publication finale. C'est ça. Ah non, mais soyons sérieux. Non, mais soyons sérieux. Alors je vous le dis. Voilà. Et il a retenu. Voilà. Il n'a pas. Non, oui, d'accord. C'est pas moi qui joue sur les mots. Il n'a pas choisi. Au final, il les a bien choisis. Non, mais choisi, ça veut dire quoi choisi? Il les a pas choisis a priori. Ah ben, on n'a jamais dit que c'était a priori. Ah bon, d'accord. Alors écoutez, alors là, il y a un problème de langage. Excusez-moi de vous le dire. Dans le mot choisir, ce serait toujours a priori. Si je choisis ce sucre plutôt que cette tasse plutôt que alors entendu. On n'a pas le même sens du mot choisir en français du Sud et du Nord. Excusez-moi, parce que moi choisir, c'est pas simplement ça. Quand je fais une recherche et qu'il y a X points, il y a des points qui donnent des résultats, d'autres qui ne donnent pas de résultats, je ne choisis pas. Non, je ne choisis. Non, mais je ne sais pas. On ne va pas discuter de sémantique. Je retiens cela parce que les autres n'ont pas donné de résultat. Si vous retenez, c'est que vous avez choisi. Bon, d'accord, écoutez, monsieur Limousin, d'accord. Bon, ok, ça va. Je voudrais ça va. L'approbation de l'astrologie par les statistiques, c'est exactement le même genre de problème que l'approbation de l'homéopathie. L'homéopathie ne peut fonctionner que si elle est individualisée, donc les statistiques ne sont pas merci, monsieur De... D'accord, monsieur Devy, d'accord. Bon, très bien. Bon, écoutez, merci de votre contribution. D'accord. D'accord. On n'est pas là, on n'est pas en train de parler des statistiques. Bon, écoutez. D'accord, mais ça c'est un système de défensif, on ne veut pas. Écoutez, ça va. Non, mais d'accord, mais je veux dire que. Alors entendu, on connaît le refrain sur les statistiques qui ne sont pas intéressantes, etc. Je n'ai pas dit qu'elles n'étaient pas intéressantes. Alors on va rester sur l'idée qu'elles sont intéressantes, monsieur Devy, d'accord? On va pas le temps, on va débattre sur Elles sont intéressantes, mais il faut pas en tirer des conclusions. Si moi j'ai envie d'en tirer des conclusions, je vais en tirer des conclusions. Bon, d'accord. Alors, je continue là-dessus parce qu'on ne va pas prendre le problème par 100 points à la fin. Donc, on discute pour l'instant d'un point précis. Je vous demande un petit peu de rigueur au niveau de la discussion. Excusez-moi, parce que là, franchement, voilà, exactement. Donc, le thème astral est un ensemble. Le thème, quand on fait la carte du ciel, on a un ensemble considérable de facteurs, et même, je veux dire, illimité de facteurs. Alors qu'en réalité, la question, c'est de savoir, ça, c'est l'ensemble de facteurs qui ont été considérés. Puisque tout à l'heure, je viens de dire il y a quelques minutes que pour repérer quoi que ce soit, on va considérer un très grand nombre de facteurs. Ça veut dire que tous les facteurs qu'on a considérés vont être utiles, mais ils vont servir au repérage. Bon.
Donc, ça c'est un, je ne sais pas, bon, vous Non, comprenez mais cette notion-là. Vous comprenez cette notion-là. Ça change pas. Alors, à partir de là, l'erreur à ne pas commettre, c'est de croire que les facteurs qui ont servi au repérage sont aussi importants que les facteurs qu'on a voulu repérer. Là, ça commence à devenir nébuleux. D'accord. Bon, mais d'accord. Non mais d'accord. Bon, entendu. Bon, ça c'est un problème de tonicité, etc. Alors, effectivement, les facteurs que on a, je répète encore la formule, n'est-ce pas? Pour pouvoir repérer quelque chose, on doit prendre en considération un très grand nombre de facteurs. Parce que ces facteurs sont, par exemple, si, imaginons par exemple que la police cherche quelqu'un, eh bien, il va falloir qu'elle passe en revue un très grand nombre de facteurs. Mais ces très grand nombre de facteurs, tous les gens qu'elle va passer en revue ne sont pas coupables, ne sont pas des assassins. Maintenant, vous comprenez sur ce point. Bon, d'accord. Alors maintenant, la question, c'est quelqu'un qui arriverait et qui croirait que toutes les personnes qui ont été interrogées par la police sont coupables. En réalité, qu'on les a interrogées pour retrouver la trace de la personne. Ce qui se passe à l'astrologie, c'est ce que vous allez voulu dire. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on risque de ne pas distinguer entre les préliminaires qui consistent à prendre connaissance de l'ensemble du problème et ensuite, une fois qu'on a pris connaissance, de voir quels sont les points importants. Et effectivement, je répète ce que je disais sur Gauquelin tout à l'heure, Gauquelin, sous réserve, toutes les réserves qu'on voudra, n'est-ce pas, on ne va pas m'énerver là-dessus, Gauquelin a montré, si tant est que ces travaux, moi mes travaux ne sont pas fondés spécialement sur Gauquelin, pas sur Gauquelin parce que c'est des choses que vous connaissez, que nous connaissons, on pourrait travailler sur autre chose. Mais pourquoi pas Gauquelin? Gauquelin a montré que quand quelqu'un, par exemple, si on prend le cas de l'effet Mars, par exemple, que si quelqu'un naît avec Mars à la naissance, il s'attend qu'au moment de sa naissance, il n'y avait pas que Mars. Bon. Donc, si on applique pourquoi l'enfant aurait-il été spécialement influencé par ces facteurs-là au sein d'un ensemble beaucoup plus large, hein, donc, quelle que soit la théorie qu'on a, on se pose la question. Qu'il l'ait détecté, qu'il ait été programmé, qu'il ait été spécialement influencé par ces facteurs-là, il se trouve que de toute façon, il y a un ensemble de facteurs et que seuls certains de ces facteurs, peut-être 1%, 10% de ces facteurs, sont véritablement opératifs. Et que les autres ont été, c'est le contexte, c'est le contexte du moment. Donc, est-ce que tu peux me rappeler quelle planète il a mis en évidence? Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et la Lune. Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et la Lune. Oui. Bon. Pas Mercure? Non, ni le Soleil. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et encore Vénus, il l'a mis en évidence plus tardivement. Au départ, il y avait 4 planètes. Mars, Jupiter, Saturne et la Lune. Il y a un système de dominante dans l'astrologie traditionnelle qui fonctionne avec 3 planètes, Mercure, Mars et Vénus. Mercure, l'intellectualité, Mars, les travaux de force, et Vénus, le bien-être. Et je pense que c'est... Bon, je vais voir si ça... Non, merci, non, ça n'a rien à voir. Le mot choisi, je vais plus l'employer puisque ça va le mettre dans un oui, état épidermique. S'il vous plaît, oui. Néanmoins, il a retenu. Avec tous les mots qu'on va faire, il a retenu pour une raison. D'ailleurs, que je ne sais pas, puisqu'il ne l'a pas en tout cas signifié dans ses textes, il a pris cela parce qu'il a dû trouver que si ça fonctionnait, en tout cas, il n'a pas pris ce qu'il ne le non, ce qu'il gênait le plus. Non, pas gêné. Il n'a pas pris ce qui ne donnait pas de résultat. Non, c'est il y a quand même une arrière-pensée dans votre façon de parler. Gêné. Donc c'est bien pour ça que le mot choisi, là, vous ne l'avez pas non plus employé tout à l'heure par hasard. Je ne l'ai pas employé par hasard. Non, mais justement, Il a fait un tri. Non, il n'a pas fait de tri. Vous êtes en train de dire qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Et Ça veut dire qu'il y a un tri. Mais c'est pas parce que ça ne le gênait pas. Écoutez, monsieur Limousin, il ne faudrait pas exagérer, il n'y a pas de tri. C'est pas. Vous avez employé le mot gêné. Le mot gêné n'est pas du tout approprié dans la discussion concernant Gauquelin. Je veux dire que s'il n'a pas avec Neptune pu réussir à trouver des évidences. Parce que ça le gênait. S'il n'avait pas avec Vénus, avec Neptune, trouvé des évidences, s'il en avait trouvé, il les aurait utilisées. À coup sûr. Pourquoi il se serait privé de le faire? Donc là, c'est pas qu'il ça l'a pas gêné. Oui, non, mais qui nous dit que simplement, avec Vénus, il n'a pas trouvé de correspondance pour le moment. Dans le système qu'il a employé, ça n'a pas cadré. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Mais on n'est pas, c'est pas, on vous acceptez ça, mais n'employez pas des expressions comme ça l'a gêné ou il a choisi.
Dites qu'il n'a effectivement pas trouvé les éléments d'après les méthodes qu'il avait, ça c'est drôle, mais ne dites pas plus que ce que vous devez, dire. Moi, je suis désolé, moi je ne suis pas... Non, mais écoutez, je suis désolé, hein, bon, ne forçons pas trop, ne poussons pas trop le bouchon trop loin, ne forçons pas trop les mots, restons tranquilles, ne faites pas dire à Gauquin ce qu'il n'a pas voulu faire, moi je l'ai connu, etc. Ne racontons pas, n'en partons pas sur Gauquin. Je voulais revenir par rapport à ça. Donc, on sait qu'il a tiré effectivement une certaine de corrélation, on va dire, entre l'existence et une action, par exemple, les carrières militaires avec Mars, etc. Non, mais on n'est pas là pour discuter de Gauquelin. On est là pour... Non, mais pas sur ce point-là. Notre débat n'est pas là. Notre débat, c'est le problème du repérage. Bon, j'ai simplement donné l'exemple de Gauquelin. Il ne faut pas que quand je donne l'exemple, on passe son... Ça nous amène au fait que la carte du ciel n'est pas à prendre dans sa totalité. Voilà. Pour moi, selon ma pratique, ça nous ramène à une idée dominante. Je répète, effectivement, des facteurs qui, dans le thème, dominent par rapport à d'autres. Ça, c'est mon avis. Oui. Alors maintenant, on peut effectivement... Non, mais justement, on peut discuter de cette théorie de la dominante. Vous avez raison. La question qui se pose, c'est de savoir, effectivement, que d'un côté, on a une carte du ciel qui est simplement un inventaire de tout ce qui existe à ce moment-là. Un inventaire nécessaire, parce que justement, pour pouvoir repérer un signal, il faut prendre connaissance. Par exemple, moi, si je cherche quelqu'un dans une salle, je vais repérer tout le monde, je vais regarder tout le monde. Mais tout le monde ne m'intéresse pas. Bon. Donc je vais être obligé de brasser un très grand nombre d'informations pour avoir l'information que je cherche. C'est pas difficile à comprendre, ça. Mais ça fait dire. Bon, d'accord. Bon, non, mais apparemment, c'est pas intégré au niveau de l'astrologie. Mais ça, je crois que c'est bien. Alors, donc ça, c'est bien. Donc, effectivement, on a... Il ne faudrait pas confondre, donc on est tout à l'heure, il ne faut pas confondre la phase d'inventaire et la phase de repérage. Donc, le problème, c'est qu'en astrologie, il semblerait qu'on fasse cette confusion. Voilà, là où on va en venir. Donc, effectivement, la carte du ciel, qui n'est que la phase, qui correspond qu'à la phase d'inventaire, est prise comme un ensemble qui fait sens en lui-même. Et non pas comme un ensemble qu'il faut explorer pour trouver les lignes de force. Et c'est là-dessus que je propose que nous discutions. Parce que justement, stratégiquement, c'est un point très important. Alors, la notion de dominante, effectivement, est une notion qui pose problème. Parce que, entre dire, je cherche, c'est comme si, par exemple, regardez, c'est comme si, par exemple, je cherchais un criminel dans une foule de 200 personnes, et je vais dire, alors, soit je cherche ce criminel et je le trouve, mais ce criminel, c'est pas la dominante. Ce criminel, il n'est pas fonction de toutes les 200 personnes qui sont là. C'est là qu'il y a une erreur de raisonnement. Ce n'est pas soit on va considérer que cet ensemble, que ces 200 personnes que je vais rencontrer dans un endroit constituent un système. Donc je poserai à ce moment-là l'idée que l'ensemble des gens que je vais interroger pour trouver ou que je vais interpeller constitue un système. Mais pour moi, c'est pas du tout un système. Donc, si vous considérez que c'est un système, effectivement, vous pouvez chercher une dominante. Mais si c'est pas un système, il n'y a aucune raison de faire des dominantes. En préambule, peut-être déjà dire que chaque praticien, en fonction donc, des expérimentations qu'il a lui-même fait, de l'enseignement qu'il a reçu, va déjà retenir un certain nombre de facteurs réduits. Voilà. Et qu'après, avec ces facteurs, il pourra éventuellement encore affiner la chose avec un système de dominant, de calcul dominant, etc. Voilà. Alors, effectivement, à la base, on peut s'interroger sur qu'est-ce qui a été retenu et est-ce que déjà ce qui a été retenu et qui est, mettons, une trentaine de facteurs, est pertinent ou non. Non, justement, non, mais justement, monsieur Pinicoli, justement, là, on va rester dans le concret là. Donc, on est bien d'accord qu'il y a l'ensemble de ce qui est à inventorier. Bon. Ça c'est tout non, mais c'est quoi non, mais c'est ça. Non, mais je veux dire qu'il ne faudrait pas confondre les différents strates. Donc, c'est ça, c'est la confusion entre ces différentes strates qui fait problème dans la discussion. Il y a l'ensemble de ce que je vais devoir explorer et inventorier pour arriver à ma cible. Maintenant, comment arriver à ma cible? Il y a des gens qui disent, ben voilà, vous prenez les 500 personnes que vous avez inventoriées, et puis c'est comme l'âge du capitaine, vous prenez les 500 personnes que vous avez inventoriées, et puis en combinant ces 500 personnes, vous allez savoir qui est la personne que vous cherchez. Vous direz, c'est pas sérieux comme argument, hein. C'est pas sérieux. Donc c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Donc c'est pas, si j'ai à interroger un nombre aléatoire de gens qui sont
suspects parce qu'ils sont dans un endroit donné, je ne vais pas partir du principe que ces personnes constituent un ensemble cohérent et qu'en combinant ces différents ensembles, ces différents facteurs, je vais trouver la solution. Donc là, il y a un problème. Donc ça, c'est déjà le problème. Donc, il semblerait que la théorie de la dominante, qui est d'ailleurs très connue, parce que même Nicolas l'a utilisée, etc., soit fondée sur le présupposé que l'ensemble de ce que j'ai à explorer va me donner la solution de ce que je suis en train de chercher. Je ne sais pas Ah non, puisque depuis la nuit des temps, l'astrologie séduit et a séduit les hommes les plus puissants du monde, les plus pragmatiques, on a envie de dire. Donc, mais malgré tout, je pense que c'est ça, c'est dans le but. Mais si vous intéressez à la philosophie, je ne sais pas quelle est votre démarche par rapport à l'astrologie. Non, moi j'en ai aucune démarche par rapport à l'astrologie, donc je suis licencié de philosophie, donc entre autres, donc effectivement c'est... Non, tout à fait. Non, mais je ne suis pas... Non, j'exclus rien, moi. Vous savez que des philosophes qui font la philosophie, Tout à fait. des mathématiciens qui font la philosophie, nous en connaissons. Et en fait, je veux dire qu'un jour ou l'autre, peut-être, vous irez. Parce que vous essaierez de chercher un complément dans votre formation, et le jour où vous irez, peut-être que vous direz, je tombe dans le bac, je me fais prendre, et au départ, c'est le scepticisme. On n'est pas au départ astrologue par hasard. Je veux dire qu'on est tous au départ sceptiques. On a tort de croire que les astrologues sont des gens qui étaient des illuminés, et en fait, et puis qui sont venus à l'astrologie parce que ça pourrait correspondre à leur forme d'illumination. Pas du tout. Absolument pas, Ils sont beaucoup plus rationnels que ça. La preuve, c'est qu'on discute avec passion, parce qu'on a des arguments à rendre. Ce n'est pas en fait aussi ésotérique que ça. Et il y a une part de matière à l'intérieur de l'astrologie. C'est-à-dire comme Je pense, si on croit par exemple, effectivement, si on croit à un déterminisme physique absolu, on est obligé de se poser la question de savoir si notre environnement, et notamment les astres, ont un affect ou pas sur ce que nous sommes, effectivement. C'est une question qui reste pertinente, mais bon. Oui, mais ceux qui s'y intéressent, ce sont les astrologues, et non pas les astronomes. Les astronomes un peu, ça va m'expliquer, mais les astrologues, c'est Vous pouvez nous rapprocher parce qu'on va continuer la conversation là. Parce que là, oui, parce que moi je vais partir d'ici 3 quarts d'heure et après vous pourrez continuer à discuter. Si vous passionnez pour la philo, c'est très bien, parce que la philosophie est complètement partie, à mon avis, de tous ces raisonnements que nous avons. Je pense qu'on n'est pas trop de tous les corps de métier qui s'intéressent à de près ou de loin. Je pense que l'astrologie ne soit uniquement que de la métaphysique. Je crois que ça Si vous voulez, moi je vois, en tant que profane, je vois l'astrologie un peu comme les premiers temps de ce qu'on va appeler la pensée pré-rationnelle. C'est-à-dire que l'homme qui se retrouve dans un environnement qui ne comprend pas, qui est hostile, c'est au moment où il va créer une médiation entre lui et le monde, il va chercher à se l'expliquer, il va leur dire l'invention du mythe, etc. pour se rassurer. J'ai le sentiment, je reprends cette personne, à l'heure actuelle, en tout cas, à nos connaissances, l'astrologie, c'est un peu la même chose. C'est ça, c'est une recherche identitaire, c'est autre chose. C'est une recherche identitaire, comparée à une forme d'animisme d'une certaine façon. Oui, oui. Ça, je pense que véritablement, il faut prendre le temps d'essayer C'est complexe. Par exemple, comme le faisait pertinemment remarquer monsieur, lors des balbutiements de la science, l'astrologue était souvent le mathématicien ou l'astronome. Ce sont des sciences qui ont évolué ensemble, quoi. Il y en a pas. Voilà. On ne peut pas dire, bon, nous ensuite, par l'esprit, nous faisons des divisions, mais ces divisions, dans la réalité, elles ne sont pas aussi nettes, quoi. Voilà, très bien. Voilà. On les a divisés. Et maintenant, on va vers des chapitres dans lesquels on va tomber en relief. Alors qu'au départ, l'intelligence des premiers était d'avoir réussi à faire un tout dans lequel ils ne rentraient pas en conflit parce qu'ils savaient le tout rentrer à l'intérieur de cette donnée. Aujourd'hui, on tente à vouloir partir chacun de notre côté et les conduits arrivent. On retrouve d'ailleurs cette séparation de toutes les sciences entre elles qui est très dommageuse. Oui, On n'est plus du tout dans une science holistique. On essaye de se spécialiser au maximum et en ignorant ce que fait son voisin, y compris dans le cadre des sciences reconnues. C'est très grave parce Surtout que selon les disciplines, il est difficile de se passer lorsqu'on est, je sais pas, même si on est
un astrophysicien reconnu et éminent, il est difficile de se passer dans certaines circonstances, je suppose, de brillants mathématiciens ou etc. Certains scientifiques se plaignent justement que leur science soit compartimentée, notamment les structures d'études soient de plus en plus spécialisées, que les spécialistes ne puissent plus se retrouver entre eux, échanger des informations et pouvoir ainsi s'enrichir mutuellement. Chacun voit une façon. Au niveau de l'astrologie, quel type de mesures on peut faire? C'est ça la question que je me pose. Ah, ben écoutez, là, vous seriez... Alors, je voudrais quand même intervenir dans la discussion, mais après, vous pourrez peut-être continuer quand je serai parti. Mais vous dites que l'astrologie et l'astronomie, c'est la même chose. Justement, ça rentre un peu dans notre débat tout à l'heure. L'astronomie, elle fait l'inventaire de tout ce qui existe, et l'astrologue, lui, il ne se situe pas au niveau de cet inventaire. Il utilise cet inventaire, mais il n'a pas à coller à cet inventaire. Il va introduire, il va choisir dans l'ensemble de ces facteurs-là. Vous avez dit choisir? Oui, mais là, effectivement, il va. Non, parce qu'au départ, quand j'ai dit programmer, il a choisi. J'ai dit tout à l'heure que les signaux que nous utilisons, les signaux qui font sens en astrologie, ont été choisis. Je n'ai pas du tout d'allergie par rapport au mot choisi. Je dis que dans le cas de Gauquin, il ne les a pas choisis. Mais dans le cas, effectivement, de l'origine des signaux, parmi tous les signaux possibles que les astronomes mettent à notre disposition, ceux qui ont été retenus, effectivement, au départ, ils n'ont même pas été retenus pour des raisons statistiques. Ils ont été choisis en raison du fait que, par exemple, ça correspondait à des vitesses de révolution qui étaient utiles, pouvaient être intéressantes pour structurer la vie sociale, par exemple, pour structurer le rythme des sociétés. Parce que ça, c'est la théorie que je développe. Donc, effectivement, l'astronomie, elle nous fournit un matériau brut, une très grande diversité de facteurs, mais l'astrologue n'est pas du tout vocation à donner du sens à tout ce que l'astronomie élabore, y compris d'ailleurs entre parenthèses les nouvelles planètes, etc. C'est un travail d'analogie que vous cherchez à faire entre le macrocosme et le microcosme. Non, il s'agit d'un... Enfin, de toute façon, c'est un débat sur lequel beaucoup d'astrologues on n'est pas en phase, donc c'est pas la peine qu'on en revienne là-dessus. C'est le débat de savoir, justement, comment l'astrologie s'est démarquée de l'astronomie. Et sur ce point-là, il y a un malaise, parce que les astrologues aujourd'hui ont beaucoup de mal à se démarquer de l'astronomie. Ils ont beaucoup de mal, par exemple, à ne pas prendre en considération les nouvelles planètes et à trouver... Bon, alors donc, ils ont le fétichisation des nouvelles planètes, la fétichisation de tout ce qui existe, que la complexité du ciel doit être prise en compte et qu'elle constitue une sorte de... Ce que les astronomes n'affirment pas d'ailleurs. Parce que c'est vrai que le système solaire pour l'astronomie, ça existe en tant que système. Mais dire pour autant que nous, astrologues, nous considérons que tous les facteurs planétaires sont en interaction et font sens automatiquement pour nous, c'est déjà une forme c'est excessif, si vous voulez. C'est excessif. Donc, moi j'emploie une formule extrêmement simple. Moi je dis l'astronomie est de l'ordre du continu et l'astrologie est de l'ordre du discontinu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tenez compte non pas simplement de la totalité de ce qui se passe à chaque instant, mais que vous mettez en évidence certains signaux qui se produisent à certains moments, vous êtes dans le discontinu. Alors, donc c'est pas du tout un reproche que je fais à l'astrologie, c'est simplement que l'astrologie se positionne dans un processus qui permet à l'humanité de ne pas être constamment en mouvement par rapport à ce qui se passe autour d'elle, mais d'introduire des garde-fous et d'introduire des normes. C'est-à-dire en disant, voilà, on ne va pas réagir à tout ce qui se passe à chaque instant dans l'univers. On va déterminer, nous, ce mouvement de l'univers nous intéresse parce qu'il y a une dynamique, mais on va canaliser, on va apprivoiser cette dynamique. Par exemple, en passant du géocentrisme à l'héliocentrisme, de toute façon, les découvertes que nous allons faire au niveau du macrocosme, notre cosmogonie en fait va en être bouleversée et forcément nos mœurs. Mais justement, c'est ce qu'on dit. On dit exactement le contraire. On dit que l'histoire de l'astronomie, à un moment donné, ne nous intéresse plus au niveau de l'astrologie. L'astrologie s'est constituée dans un temps X. Dans l'ensemble des possibilités que l'astronomie fournissait, elle en a choisi certaines pour être délibérément dans la discontinuité. Elle n'est pas dans la discontinuité par ignorance. Elle l'est parce que l'homme a besoin de se créer de la discontinuité
par exemple, regardez, on ne fait pas tout le temps les élections, monsieur. C'est de la discontinuité. Notre mode de fonctionnement social, institutionnel est discontinu. Il y a tous les 4 ans, il n'y a pas tous les jours des élections. Donc on est obligé de créer de la discontinuité. Le système démocratique parlementaire est un système de la discontinuité. Alors qu'on sait très bien que l'humanité continue à exister à chaque instant, qu'il y a constamment du commentaire. Donc on sait très bien qu'il y a une continuité évidente de la vie, etc. Mais au niveau de la vie politique, on a très discontinué. L'astrologie est un petit peu, dans le rapport à l'astronomie, ce qu'est en quelque sorte le droit constitutionnel par rapport au droit civil. C'est-à-dire qu'effectivement, elle introduit des règles précises à certains moments, mais elle ne prétend que le droit civil, c'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du quotidien. Bon, donc c'est ça, c'est ce statut épistémologique d'une volonté délibérée de l'ordre de la discontinuité qui fait que l'astrologie a sa dimension, a sa raison d'être. Parce que l'humanité a besoin de la discontinuité. On ne peut pas être constamment sur le qui-vive, on ne peut pas être constamment en train de s'intéresser à tout, on ne peut pas constamment se mettre à voter pour chaque instant, on a besoin de temps. Quand on élit quelqu'un, on ne peut pas lui dire demain qu'on te donne 24 heures pour faire quelque chose. Hein, on est obligé de lui dire, voilà, on vous donne 4 ans pour faire quelque chose. Donc voyez-vous, alors donner à 4 ans à quelqu'un, c'est de la discontinuité. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, maintenant tu es élu, et bien pendant 4 ans, on ne mettra pas en question ton mandat. Si c'est pas de la discontinuité, je ne sais pas ce que c'est. Voyez-vous, donc en employant le mot discontinuité, on introduit l'astrologie dans un champ où on désenclave l'astrologie. L'astrologie n'est plus du tout un cas particulier. On montre que l'astrologie fait partie de ces tentatives, plus ou moins réussies, de créer du discontinu qui permet à l'humanité de se constituer en tant que, avec sa propre dynamique. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, c'est comme l'énergie nucléaire. On ne va pas se laisser, on va focaliser cette énergie à certains moments. C'est ça la discontinuité. On ne va pas disperser c'est comme le capital. On ne va pas se disperser à chaque instant. On capitalise l'énergie et à certains moments, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. Donc voilà comment je répondrai à votre question. Donc dire que l'astronomie et l'astrologie, c'est pas. Donc on va terminer. Donc on va continuer notre discussion sur un plan un peu trop technique peut-être pour vous, mais on a des contingences de temps malheureusement. À savoir qu'effectivement. La carte du ciel, c'est un phénomène astronomique, la carte du ciel. Dans le mot carte du ciel, veut bien dire. Quand on dresse la carte du ciel, on fait de l'astronomie. Maintenant, comment on passe de cette astronomie à l'astrologie, hein, comment le thème de la carte du ciel devient astrologique, alors qu'elle ne l'est pas au départ. C'est simplement une coupe du moment, bon voilà. Donc voilà, bon, donc c'est ça que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Alors tout à l'heure on a mis un certain nombre de bémols, on a dit on ne va s'intéresser au niveau des transits qu'à ceux qui sont déjà l'objet de configuration dans le ciel. C'est déjà très limité, ça veut dire qu'on limite déjà, quand on regarde entre un astrologue qui ne tiendrait compte que des transits de mettre en configuration entre elles et l'astrologue qui tient compte de l'ensemble des configurations, il y a déjà une énorme différence. Donc vous voyez déjà il y a un travail de décantation qui se fait. Bon, si on accepte ce principe-là, je ne crois pas être excessif de demander à des astrologues d'accepter ce principe. Déjà on évite pas mal d'objections et on évite surtout une énorme confusion, une énorme pléthore de facteurs. Parce que, entre dire que la planète agit uniquement, directement par rapport au thème natal parce qu'elle est à tel degré, et de dire que d'abord, il faut qu'il y ait une configuration, un signal entre deux facteurs, parce que justement, pour répondre à votre question, enfin, pour apporter quelques éléments, mais rapidement, la stratégie de l'astrologie dans le discontinu, c'est de dire quand un facteur A et un facteur B que l'on choisit seront écartés d'un certain angle, ou seront conjoints, on considérera ça comme un signal pertinent pour l'humanité. Voilà. Et ça, c'est le discontinu. C'est-à-dire qu'on fixe un certain nombre de règles en disant, voilà, il faut que les deux facteurs soient là, bien sûr, il faut qu'ils soient là, mais on ne s'intéressera à eux que lorsqu'ils forment un certain signal, par exemple, opposé à 180 degrés, 60 degrés, 0 degrés, etc. Bon. Alors là-dessus, on pourrait discuter. Mais donc le travail des aspects, l'élaboration des aspects, c'est pour ça que les aspects sont véritablement le fer de lance quelque part de cette différenciation entre astrologie et astronomie. Mais pour l'astronomie, bon, nous les aspects c'est important. Alors maintenant, ça, je suis d'accord. Par contre, ça a bien marché dans ce que vous avez dit hier. Bon. Ça, nickel. D'accord. Bien. Ça sent bien. J'ai compris ma
définition sur les aspects, là on est 50. Non, mais ce qu'on est dit là maintenant, je crois que c'est assez compréhensible quand même. Alors, donc, maintenant, effectivement, on a ironisé tout à l'heure sur ce qu'on appelle la théorie des dominants, c'est-à-dire, on prend la totalité des facteurs. Alors, il y a une notion vous n'avez pas entendue, c'est la notion de repérage. C'est-à-dire, quand je cherche, par exemple, voilà, vous avez entendu, quand je cherche quelqu'un, je suis obligé d'interroger. D'ailleurs, d'accord avec monsieur, l'exemple sur le criminel était mal choisi. L'exemple sur le criminel, avec le criminel aussi, au sein du groupe. Non, mais ça dépend. Soit le criminel fait partie, si on prend un criminel qui appartient à une certaine société de gens ce criminel appartient à un certain groupe, c'est une chose. Maintenant, si on va dans la rue et qu'on se promène et qu'on interroge tous les gens, par exemple, il y a eu une explosion, on va interroger tous les gens qui étaient en proximité. La question est de savoir comment je vais trouver la personne suspecte. La question c'est ça. Comment je vais trouver là, en l'occurrence, comment je vais trouver le facteur intéressant. Bon. Et c'est là que les méthodes de travail pour arriver à déterminer quelle est la personne intéressante sont plus ou moins fantaisistes, ou plus ou moins crédibles. L'une consisterait à dire, je pars du principe que tous ces gens que j'ai interrogés ou que j'ai rassemblés font partie d'un seul et même ensemble, et je vais, en totalisant les facteurs propres à chacun des éléments de cet ensemble, trouver la solution. Bon. Je ne sais pas par quoi, que c'est un peu l'âge du capitaine, c'est-à-dire que je vais prendre tous les profils professionnels, par exemple, je sais pas, imaginons par exemple que je vais noter toutes les professions des 500 personnes que j'ai interrogées. Et je vais dire, voilà, alors il y a 4 charcutiers, 5 instituteurs, 10 boulangers, donc visiblement, vu le nombre de boulangers, d'instituteurs, etc., ou de crémiers, probablement le suspect doit être ceci ou cela. Voilà, il faut être sérieux. Bon, donc c'est pas en totalisant et en étiquetant tous les gens qui seront là que vous aurez la solution. Or, quand on interprète, cher monsieur Limousin ou cher monsieur Rénicoli, votre nom c'est quoi déjà? Pardon? Pommeret. C'est un peu ça, quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dire, par exemple, que telle planète est dominante parce qu'elle est plus forte que les autres. Parce qu'elle est mieux aspectée que les autres. Parce qu'elle est mieux placée que les autres. Donc, par comparaison. Donc, effectivement, c'est... alors, par exemple, vous prenez un thème... si dans un thème, par exemple, le thème X, donc quand je dis thème, c'est la carte du ciel, vous avez une carte du ciel, si dans la carte du ciel, d'après les codes de l'astrologie qui déterminent la valorisation d'un facteur, bon, alors la valorisation du facteur, valorisation veut dire en fin de compte recherche du facteur clé, puisqu'on va valoriser les différents facteurs et le facteur le plus valorisé sera la solution. Mais valorisé par rapport aux autres, pas valorisé en tant que tel, pas valorisé dans sa cyclicité. Valorisé par rapport à l'espace où ça se passe. Bon. Et c'est là que je voulais apporter ma critique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme les travaux de Gauquelin semblent le montrer, nous sommes marqués par certains signaux, alors que le nombre de facteurs existants est beaucoup plus grand. C'est comme par exemple si on voit par exemple passer 30 filles dans un café, eh bien, il y en a une que vous allez repérer. Les autres filles, elles auront existé. Mais ce sera celle-là que vous aurez repérée. Donc effectivement, c'est là qu'il y a une espèce de... Le bas blesse, si vous voulez, c'est que la question, c'est de savoir comment nous passons de cet état astronomique ou basique, qui est celui de repérer tout ce qui existe, à un moment X, à un moment clé. Et c'est ça aussi qui fait problème. Pourquoi ce moment clé, qui en l'occurrence est déterminé par le moment de la naissance, pourquoi ce moment clé serait-il pertinent? Ça, bon, je crois que cette définition tout fait. Non, mais je veux dire que le moment, parce que comme l'astrologie, c'est un des problèmes de... L'astrologie est cyclique aussi. Donc l'astrologie n'est pas... La vocation de l'astrologie n'est pas forcément de se brancher sur un point précis. Bon, donc, quelque part aussi, au niveau de l'épistémologie de l'astrologie étant un processus qui étudie les phénomènes justement sur la base de l'astronomie de façon cyclique, elle aurait plutôt vocation, si vous voulez, à étudier le parcours d'un facteur X sur une période de temps et les moments de ce facteur X que d'étudier les interactions entre ce facteur X et tous les facteurs qui eux-mêmes circulent chacun de leur façon. Pourquoi pas? Est-ce que l'un peut empêcher l'autre? Là, je suis d'accord, mais il n'est pas dit qu'il n'y ait que cela. Non. Si on résume toute l'astrologie, je sais pas ce qu'en pense mon collègue,
uniquement au cycle, ça ne suffira pas. Et là, les astrologues ne seront pas d'accord parce qu'ils trouvent qu'il y a non seulement un cycle, mais qu'il y a comme des données fixes. C'est ce mot de données fixes qui peut peut-être choquer beaucoup. Mais revenons à la question de l'interaction, monsieur Limousin. L'interaction, puisque finalement la notion d'aspect et de configuration, c'est une notion d'interaction. Bon, on sait très bien que par exemple, tout à l'heure on l'a dit, alors je vais aller plus loin, je vais pousser le bouchon plus loin. De la même façon que on ne devrait tenir compte que les transits de planètes qui se produisent, qui sont en configuration, de la même façon dans le thème, peut-être qu'on pourrait aussi ne tenir compte que des facteurs qui sont en configuration. Or, si on le fait sans le faire, notamment avec la théorie des ordres, qui permet d'élargir les configurations possibles, bon, mais d'une certaine manière, la tendance générale, c'est quand même une tendance de retour à l'astronomie. C'est un peu ça que je voulais dire aujourd'hui. C'est qu'il y a une sorte de retour à l'astronomie, c'est-à-dire que les astrologues démissionnent cette problématique qu'ils ont de rapport entre astrologie et astronomie. Ils ne la maîtrisent pas, ils ne la formalisent pas, ils ne la maîtrisent plus, et donc par conséquent, on va vers quoi? On repasse du discontinu au continu, on repasse vers l'idée que tout agit à tout moment, que tout est pertinent à tout moment, parce qu'effectivement, astronomiquement, ça l'est. C'est-à-dire que finalement, la loi astronomique qui voudrait que tout fasse sens à tout moment, et c'est vrai pour l'astronome, parce qu'il est évident que pour un astronome, le ciel ne s'arrête pas, que les planètes ne s'arrêtent jamais, etc. Donc pour un astronome, c'est logique que rien ne s'arrête. C'est aussi pour un astronome logique que toutes les planètes existent et qu'on découvrira demain ou après-demain fassent partie du système. Il n'y a aucune raison pour lui de séparer les anciennes et les nouvelles planètes. Donc il n'y a aucune raison de le faire. Donc effectivement, nous sommes dans une crise identitaire du fait qu'effectivement, nous sommes amenés à dire, au fond, tout ce qui est... nous allons astrologiser intégralement le cosmos. C'est-à-dire que nous allons considérer que tout ce qui se passe dans le cosmos fait automatiquement sens pour l'astrologie. Et que tout ce qui se passe au moment de la naissance, tous les facteurs-là font automatiquement sens pour l'astrologie. Et que c'est en étudiant, et que le quart du ciel va nous donner la clé de ce qui est important, parce qu'on va mesurer les uns et les autres. C'est comme si et on va chercher celui qui est le plus fort. Ce qui pourrait donner du sens, quand vous dites, je pense que, je ne sais pas si mon collègue nous suit bien, là, ce qui pourrait donner du sens dans le fait qu'il n'y aurait peut-être pas que notre petit système solaire, et qu'il y aurait l'ensemble du cosmos entier qui pourrait jouer sur notre astrologie, c'est que déjà, nous utilisons les signes du zodiaque, et que ces signes du zodiaque ne sont pas ici, dans notre proche environnement, mais qui sont dans une dimension fantastique. Donc ça veut dire que déjà, ça veut dire que nous avons déjà englobé cette projection en dehors de notre système solaire. On n'y est déjà pas parce que les bases nous disent que c'est en dehors du système solaire. Il y a un biais symbolique à la base dans la pratique astrologique. Une question épistémologique. Une science qui aurait nécessairement besoin d'apport d'autres sciences doit-elle être considérée comme une science? C'est-à-dire une science qui toutes les sciences ont besoin des apports ou des connaissances apportées par les autres sciences, mais elles ont en elles-mêmes les moyens d'évoluer parce que justement, donc est-ce que à ce titre on peut considérer l'astrologie comme une science? Mais justement, vous n'avez pas suivi le départ. Justement, on a dit que l'astrologie avait été en décadence. C'est-à-dire que, j'ai bien compris, c'est-à-dire que la spécificité de son statut, c'est diffus, c'est dilué. Dilué par rapport à le domaine par rapport auquel elle s'est constituée au départ, et donc elle revient par l'inventeur, elle revient par défaut par rapport à ça. Oui ou non? Comment? Il attend. Pour reprendre les termes que vous employez, voilà, c'est devant le changement de l'inventaire de l'astronomie, les astrologues sont en train justement de revoir leur position sans gêne. Voilà. Ben, effectivement, vous avez raison. Moi, je considère que l'astrologie n'a pas à traîner derrière l'astronomie. Elle doit repenser le mode de relation qu'elle doit avoir avec l'astronomie, mode de relation qui est absolument évidemment indiscutable, mais en montrant à quel point elle a introduit du discontinu, à quel point elle ne considère que certains facteurs. Pourquoi?
pour répondre à votre question, parce que nous n'avons pas besoin d'un grand nombre de facteurs. Non mais c'est ça la vraie raison. En fin de compte, l'astrologie, c'est une astronomie au service de l'homme, au service de la société. Et il est évident que si nous avons besoin, je donne tout à l'exemple des élections, on voit bien qu'on a choisi des moments particuliers. On dit voilà, tous les 4 ans ou tous les 5 ans, on se réunit. Donc on introduit du discontinu. Bon, nous n'avons pas besoin d'un très grand nombre de cycles pour organiser notre société. C'est pour ça que je vous dis, avant de penser en termes de l'astrologie individuelle, qu'est-ce que l'individu, etc., pensons d'abord, nous, en tant que citoyens. Nous sommes des citoyens dans une assemblée. Qu'est-ce que nous avons besoin? Pensons d'abord à l'intérêt citoyen de notre rapport aux astres, avant de passer à l'intérêt individuel et personnel. En tant que citoyen, imaginons qu'il y a, par exemple, 5000 ans, Monsieur Limousin, il y a 5000 ans, nous soyons réunis pour légiférer sur des signaux célestes qui servirait simplement d'horloge, en fait, au départ. Et qui dirait, parce que au départ, c'est simplement une horloge. Quand on dit, par exemple, que quand une planète arrive à tel endroit par rapport à une autre planète, et sachant que ça arrive c'est comme les calendriers. C'est une l'astrologie est une transposition du calendrier lunaire, qu'on trouve notamment dans le calendrier islamique et judaïque, à un autre niveau de temps. C'est-à-dire, au lieu qu'on ait un calendrier où les conjonctions se fassent tous les mois, elles se font tous les 7 ans ou tous les 15 ans, etc. C'est une simple transposition, mais c'est simplement, au départ, c'est ça. Donc il faut bien oublier que l'astrologie est née d'un côté du calendrier et d'un côté de l'astronomie. Et le calendrier, c'est déjà du discontinu par rapport à l'astronomie. Le fait de ne s'intéresser qu'à la conjonction de la Lune et du Soleil, et c'est ça qui crée la nouvelle Lune, c'est du discontinu. C'est-à-dire que le début du mois, c'est pas à chaque instant. C'est une fois par mois, c'est pas à chaque instant. Donc si on considère que donc le seul point aveugle qui nous manque, messieurs Limousin et Rinicoli, le seul point aveugle qui nous manque, c'est de comprendre, et c'est là que je sais qu'il y a une difficulté pour vous, c'est de comprendre que de la même façon que les sociétés se sont réunies pour se mettre d'accord sur des calendriers, par exemple, elles ont pu se réunir aussi pour se mettre d'accord sur le super calendrier. Sur ce calendrier qui aurait des complicités plus grandes. De même que quand les constituants en 1791 se sont réunis, ils ont établi un calendrier des élections, un calendrier, etc. Donc c'est de la même façon, c'est un calendrier qui n'est plus un calendrier mensuel, c'est un calendrier tous les 4 ans ou tous les 5 ans. C'est ce que faisaient en 1774 ou 85 les Américains. Ils ont établi une constitution et puis tous les 5 ans, on devait se retrouver. Bon. Moi, la thèse que je développe, messieurs, c'est la thèse selon laquelle, à un certain moment de l'histoire de l'humanité, on a choisi un rythme relativement plus long que celui du Soleil et de la Lune, et on a choisi par exemple une planète comme Saturne, et on ne va pas rentrer dans les discussions de savoir sur quel cycle, vous connaissez mes théories là-dessus, mais c'est pas le débat. Moi, je veux bien que n'importe qui dise n'importe quoi sur le cycle qui importe. Moi, c'est mon idée, vous pouvez avoir la vôtre. On a choisi une certaine configuration qui serait signal, et dont on savait qu'elle était rythmique, c'est-à-dire qu'elle était récurrente. On savait par exemple que c'était tous les 7 ans, ou tous les 15 ans. Enfin, on savait déjà, grâce à l'astronomie, que cette configuration qu'on allait choisir comme repère, elle reviendrait tous les temps. C'était du discontinu. Mais la question qui se pose, cher monsieur, et niveau épistémologique, c'est de savoir si cette culture, ce mode de fonctionnement socio-politique qui a pu être établi par des gens, des législateurs, il y a 5000 ans, sur la base d'un certain repère astronomique, est-ce que ça a pu être transmis au niveau du subconscient et au niveau génétique 5000 ans après, alors que nous n'avons plus la culture nécessaire, nous n'avons plus les connaissances nécessaires, c'est pas... Le phénomène en lui-même, on peut le comprendre très bien. Le problème qui se pose, c'est un problème, disons, de type darwinien ou lamarckien, c'est-à-dire, est-ce que ce genre de convention, qui au départ était parfaitement consciente, était parfaitement citoyenne, a pu, à un moment donné, même dans des sociétés qui ne connaissaient plus ces conventions, se perpétuer jusqu'à nos jours. Voilà. Question du mysticisme, quoi. C'est pas réductible qui est en nous à vouloir chercher un sens ultime aux choses. Quoi. On peut très bien... la démarche des astrologues peut être tout à fait légitime dans la mesure, certes c'est un raisonnement relativement simpliste, mais se dire, donc si on est dans un monde mécanique, nécessairement nous sommes ondes et particules, il y a une série de facteurs, donc des choses qui vont agir sur nous, il va y avoir même une interaction. Maintenant la difficulté, c'est pas parce qu'un petit facteur n'est pas déterminant
que la combinaison de plusieurs petits facteurs non déterminants ne donnera pas un facteur lui-même déterminant. C'est ça aussi tout le problème. C'est un peu comme en génétique. Aujourd'hui, on parle de gènes muets parce qu'on ne sait pas ce que c'est de toute façon. Et le jour où peut-être on aura découvert de nouveaux gènes, on dira ben non, ce ne sont pas des gènes muets, ils ont une participation, ils ont un rôle déterminant, effectif à Ça jouer. serait l'évolution. Mais dans les sciences classiques, il y a cette évolution. Et donc on est obligé d'englober perpétuellement tout ce qui est en train de se faire. Alors que peut-être ce qui est très curieux chez nous, dans l'astrologie, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une grande évolution et qu'il semblerait que le système qu'on a envoyé depuis des siècles tente Je encore. comprends l'idée de conditionnement culturel. Je suis pas du tout d'accord. Ah bon, là, je pense effectivement, comme je disais tout à l'heure, que l'astrologie doit évoluer en même temps que la civilisation. On est dans des civilisations de plus en plus complexes, de la civilisation et de l'astrologie. Est-ce qu'elle doit évoluer en même temps que l'astronomie? Non, parce que effectivement, il ne faut pas retenir Je suis également, pour faire une analogie, je suis également entraîneur fédéral d'échecs, professeur d'échecs, donc à un bon niveau. Et nous parlons nous-mêmes de psychologie échiquière. Et pourtant, nous ne la considérons pas comme une science. Oui, parce que c'est une pratique, un savoir-faire qui va n'évoluer qu'en fonction des sciences qui sont inhérentes à sa pratique. Pratiquement, moi, je ne pense pas que l'astrologie doive évoluer. Qu'effectivement, la place du phénomène astrologique doit évoluer, ça certainement. Et pour une raison très simple. Regardez, par exemple, aujourd'hui, nous ne voyageons pas comme on le faisait il y a 4000 ans. La notion de voyage, la notion de déplacement n'a plus du tout la même signification. Or, d'une certaine manière, pour moi, tout à l'heure je laissais entendre, le signal, qu'est-ce qui est important dans les sociétés? C'est le moment où on se rassemble. C'est le moment où on se retrouve à des moments précis. C'est le signal par excellence que l'astrologie, qu'on peut imaginer, qu'on peut supposer raisonnablement avoir été celui de l'astrologie, ce sont des moments où il y a rassemblement. Bon. C'est-à-dire que les gens vont converger. C'est la conjonction notamment. Bon, il est clair que les transports, les moyens de communication, Internet, etc., empêchent le système, empêchent de faire apparaître le système. Imaginons par exemple que demain, on puisse voyager comme on voudra et qu'à chaque instant, on puisse se connecter les uns avec les autres. À ce moment-là, le facteur astrologique qui va être le signal de rassemblement va se perdre puisque la notion de rassemblement n'existe plus. Il n'y a même plus besoin de se bouger. Bon, donc déjà, je suis d'accord avec M. Rinicoli, il est évident que l'évolution technologique va bloquer, va empêcher de repérer l'effet astrologique. Si l'effet astrologique est lié à des mouvements de population, à des rassemblements, et si maintenant on peut se rassembler à chaque instant, eh bien évidemment on ne peut plus repérer l'astrologie. Deuxièmement, l'effet constitutionnel aussi va bloquer le système. Si effectivement, maintenant, et vous voyez à quel point parfois les astrologues sont embarrassés quand on leur demande de faire des prévisions sur des élections. Le système constitutionnel actuel, qui d'ailleurs varie d'un pays à l'autre, avec des calendriers qui sont différents, et on emploie bien le mot calendrier, entre parenthèses, au niveau du droit constitutionnel. À partir du moment où il introduit une cyclicité qui n'est pas fondée sur l'astrologie, qui n'est pas fondée sur l'astronomie, il va créer une sorte de calendrier qui lui est propre et qui va être en porte-à-faux avec le calendrier astrologique. Donc sur ce point, puisqu'en fait compte les deux grands apports des 2 derniers siècles, M. Rinicoli, c'est le parlementarisme, le système constitutionnel depuis la fin du XVIIIe siècle, qui est quasiment parallèle avec la révolution industrielle et la révolution technologique. Bon, il est certain que sur ces deux plans-là, sur le plan juridique, sur le plan du droit public, du droit constitutionnel, comme sur le plan de l'évolution des transports et des communications, c'est certain que sur ces deux plans-là, l'astrologie est mise en échec. Et qu'on peut comprendre pourquoi le facteur astrologique ressort de moins en moins bien, puisque d'une certaine manière, je veux dire qu'il est de moins en moins frappant, il est de plus en plus brouillé, puisqu'effectivement, les signaux qui sont propres à ce facteur, regardez, je vous donne un exemple, regardez, par exemple, non seulement, c'est invraisemblable comme situation, non seulement on peut voyager de plus en plus vite, etc., mais en plus, on crée des moments de réunion et d'élection qui correspondent à rien astrologiquement. Donc c'est-à-dire que par exemple quand on décide 4 ans à l'avance, non mais pas ça, non quand on dit 4 ans à l'avance qu'il y aura des élections à tel endroit, on va donc amener les gens à se rassembler à ce moment-là. Et si ça se trouve ce moment où ils vont se rassembler n'a rien à voir avec l'astrologie. Vous avez dit si ça se trouve. Non mais puisqu'il est déterminé par des critères vous savez qu'il peut pas être déterminé de 100 ans à l'avance, ce système. Bon.
Donc effectivement, vous voyez bien qu'on a des facteurs de rassemblement. Comment? Est-ce que l'astrologie ne se recalera pas? Parce que là où on n'est pas tout à fait d'accord, pour voir exactement le phénomène, moi je suis obligé de poursuivre avec dans mon esprit le phénomène exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi je suis évidemment astrologue, donc je peux marquer dans l'autre sens. Et le scientifique, un peu ce que dit M. Abron, est d'essayer en fait de ne pas voir l'influence et au contraire d'aller dire que c'est l'homme qui va à quelque chose, qu'il sait alors que nous sommes absolument persuadés que c'est du système, nous, que nous avons toute notre formation et nos conséquences. Alors, évidemment, ça peut choquer. Et quand il me dit, par exemple, si on fausse tout, l'astrologie va être paumée, puisque tout le système de base est dévié. Dans votre théorie complète, c'est inévitable. Par contre, dans la théorie de celui qui croit, au contraire, que c'est le système qui fait faire la définition sur l'autre, non. Écoutez, monsieur Limousin, il trouve que moi j'ai fait sciences politiques et j'ai fait droit constitutionnel. On veut pas. Personne ici n'est assez naïf pour croire que le calendrier établi, parfois, par exemple, si on prend la Constitution de la 5e République, n'est-ce pas, le calendrier établi par les constitutionnalistes et par les légistes va miraculeusement coïncider avec les moments qui correspondent à des signaux forts en astrologie. Non, mais je vous laisse la responsabilité de vos propos. Je dis simplement que c'est irrécevable. Vous pouvez le penser. Je vous amène jusqu'au bout, jusqu'à l'absurde de votre position. Moi, j'aimerais quand même rebondir sur la remarque qu'a fait M. Pombret tout à l'heure. Par rapport à la génétique, je trouve ça intéressant de faire le parallèle. La génétique est une science toute neuve qui va énormément dans les années à venir apporter la médecine en premier lieu. Je pense qu'effectivement, il est important de tenir compte aussi dans l'astrologie l'évolution des techniques. C'est pour ça que moi je reste ouvert à tout ce qui peut être un domaine de recherche astrologique. Je me referme sur un système traditionnel bien fini, noble. Je reste ouvert dans le sens où je pense qu'effectivement, qu'avec de nouvelles techniques, on peut s'adapter, on peut découvrir de nouvelles choses. Mais je pense que le quantitatif génère le qualitatif. Nécessairement, si à un moment donné il arrive que l'astronomie connaisse une révolution, il me paraît difficile que l'astrologie ne soit pas influencée par ça, clairement. Bien sûr. Non, mais elle est influencée, elle peut être entravée aussi. Ah, mais entravée, oui, bien sûr, elle l'est déjà. Elle est un petit peu entravée, puisque grâce à cette évolution, on a vu déjà qu'il y avait les précisions des équinoxes qui créent un problème avec le zodiaque. Nous n'avons pas un zodiaque, nous autres, qui est le même que celui des anciens. Autrefois, c'était synchrone, le bélier était avec le bélier, et puis de plus en plus, il y a un décalage, voilà ce qu'on appelle la précision des équinoxes. Et nous continuons à dire que ça marche avec l'ancien système, alors que les astronomes nous disent comment voulez-vous que votre histoire fonctionne puisque vous êtes en désaccord avec l'astronomie. Donc on voit que le désaccord est en train de se faire. Ça prouve, là je vous rejoins totalement, qu'il va falloir dans une certaine mesure se désynchroniser par rapport à l'astronomie, parce que sinon on est foutu, on va se faire réduire en durée. Notre science valable auquel on tient, parce qu'on sait qu'elle a du crédit, risque d'être discréditée. Monsieur Mousselin, je crois que vous ne connaissez pas mes travaux à ce sujet, parce que moi je ne suis pas du tout concerné par ce que vous dites. Parce que moi, l'astrologie que je propose, elle est fondée sur les étoiles. Donc, les étoiles, ça va. Non, mais c'est pour vous dire que... Non, je voudrais quand même apporter à M. Pombret un petit bémol. Vous parlez d'une certaine astrologie. Alors que peut-être l'astrologie dominante, je vous l'accorde, mais rien n'empêche l'astrologie, c'est pas une fatalité pour l'astrologie de fonctionner comme vous le dites. Elle peut très bien, au contraire, comme je l'ai suggéré, M. Rinicoli a assisté à une partie de ma conférence sur ce sujet, on peut très bien considérer que le signal, le fameux signal dont on parlait tout à l'heure, peut être un signal qui coordonne, qui relie une planète et une étoile. Et à ce moment-là, la pression de l'équinoxe ne joue pas. Non, mais alors, donc, ne dites pas l'astrologie, dites mon astrologie. Moi, mon astrologie que je défends, elle a absolument rien à se reprocher par rapport à ça. Je vais vous dire, je suis d'accord avec votre théorie, à condition qu'on l'applique sur un point de vue mondial, ce que vous faites d'ailleurs, au niveau de l'échelle de grands événements sociaux. Par contre, je ne vois pas pourquoi vous remettez en cause l'influence de certaines positions, aspects angulaires et autres, par rapport au thème individuel.
Ça, je ne comprends pas pourquoi, à la limite, même ça peut déranger votre théorie. Parce que votre théorie, je l'accepte et je la trouve très intéressante. J'ai moi-même commencé des recherches par rapport à ce que vous disiez, je trouve pertinente, à partir du moment où effectivement on est dans un rapport sociologique. Mais au niveau individuel... Ma position est beaucoup plus souple que vous me le croyez. Moi, je veux simplement qu'on mette les choses à leur place. Donc, effectivement, on met à sa place l'astronomie, on met à sa place l'astrologie mondiale, l'astrologie cyclique, etc. Et on peut toujours trouver la place de l'astrologie annuelle. Pourquoi l'astrologie annuelle prenne plus de place qu'elle ne le mérite? Mais je crois que... C'est tout le problème, c'est la question du statut et de la position. C'est pas le fait que ça n'existe pas. Justement, je crois que beaucoup de nos débats sont faussés à la base parce que on ne sait pas dans quel cadre on parle. Est-ce qu'on parle véritablement en astrologie mondiale? Là, moi j'abonde dans notre sens. Mais dès qu'on essaye d'appliquer ces théories de l'astrologie individuelle, ça fonctionne, c'est ça. Et la mutation de l'astrologie, outre la séparation avec l'astronomie, elle se fait à un autre niveau. C'est effectivement une séparation maintenant très claire dans les pratiques qui vont être efficaces en mondial, qu'il faut développer parce que c'est un petit peu le parent pauvre de l'astrologie, et des pratiques qui sont applicables à l'astrologie individuelle et qui sont pertinentes aussi. Mais écoutez, alors monsieur Rigny, je crois que vous allez un peu rapidement en besogne. Je crois, quand vous dites que, quand vous décrétez une fois pour toutes que les théories cycliques de l'astrologie mondiale, et notamment celles que je prône, ne sont pas applicables au niveau individuel, je crois qu'on pourrait... Pas dit qu'elles ne sont pas applicables. Bah, écoutez, en tout cas, si elles sont applicables, alors à ce moment-là, à mon avis, ça redevient... Elles sont applicables, mais elles peuvent être enrichies par des Ah non, mais attendez, il n'y a aucun doute sur ce point, monsieur Nicoli. Je viens de le dire à l'instant, ce que je reproche aux astrologues, c'est de ne pas accorder, en fait, si vous voulez, au fond, ce qu'on reproche aux astrologues, c'est, non, c'est-à-dire de ne pas considérer qu'entre la réalité astronomique d'un côté, dans toute sa complexité, et d'un autre côté, la réalité humaine dans toute sa complexité, eh bien, il y a un chaînon intermédiaire. Et ce chaînon intermédiaire, c'est justement là que quand même est l'astrologie, c'est-à-dire le chaînon intermédiaire, c'est que le chaînon intermédiaire, il n'est pas toute l'astronomie, il n'est pas non plus toute l'individualité. Il est quelque chose, il est dans les décantations dans les deux sens. Il décante la réalité individuelle, il ne retient de cette réalité individuelle que certains facteurs qui sont convergents, il retient de la réalité astronomique et également certains facteurs qui sont convergents. C'est tout simplement, moi je suis simplement de réhabiliter la place centrale de l'astrologie mondiale et de ne pas placer directement, comme le fait la carte du ciel, merci, de ne pas, actuellement, nous, si vous voulez, il faut le savoir, je viens de partir, actuellement on a un rapport immédiat entre la carte du ciel et l'astronomie, avec tout ce qui peut imaginer, tout ce qui peut faire. Et je dis, ce n'est pas une bonne chose. Il faut rétablir, et d'où notre constitution tout à l'heure, premièrement rétablir le fait qu'il faut, comme condition préalable, il faut déjà qu'il y ait une configuration. Quand je vous dis, par exemple, qu'il faut une configuration qui existe dans le ciel, c'est déjà l'astrologie mondiale. C'est déjà une façon de dire, attention, respectons au moins ce principe d'astrologie mondiale, même quand on fait de l'astrologie individuelle, à savoir, ne faisons pas de transit quand il n'y a pas déjà une configuration. Vous acceptez ça ou pas? Moi, je pense que ça, c'est quelque chose que vous pourriez relativement accepter, monsieur Nicoli. Bon. Donc ça, déjà, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin que ça. On peut faire la comparaison, à la limite, avec les sciences humaines, en partant de l'anthropologie à la sociologie, à la psychologie qui va être individualisée. On a ce même rapport pyramidal quelque part. Effectivement, pour faire de la psychologie individuelle, il va falloir replacer d'abord la personne dans son milieu sociologique, et puis là même dans son milieu anthropologique. On est tout à fait d'accord là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, justement? Parce qu'apparemment, actuellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, et ça ne serait pas si facile que ça à corriger. Il y a deux choses qui pourraient être corrigées. Effectivement, moi je plaide un peu pour ma paroisse. Premièrement, effectivement, le fait de considérer les... Alors, on ne va pas relancer 5 minutes avant que je parte le problème. Le fait de resituer les rapports planétaires non plus par rapport au zodiaque tropical, mais par rapport aux étoiles, ça peut être une bonne chose. C'est-à-dire qu'il semblerait quand même que le zodiaque fasse problème, quelque part, sous sa forme tropicale, et qu'il serait moins problème sous sa forme stellaire. Je ne parle pas sous la forme sidérale, mais sous la forme stellaire. Comme moi, quand je dis que Saturne va rencontrer l'étoile Aldébaran, il n'y a pas de précision des équinoxes. Ça, c'est un fait observable. Il est là. Il a toujours été connu, en plus. Bon. Maintenant, quand je dis Saturne, si je dis Saturne, Pluton entre dans le signe du Capricorne, on n'a plus du tout les mêmes problèmes astronomiques. Hein. Le Pluton,
pourquoi Pluton, deuxièmement Capricorne, qu'est-ce que c'est que les Capricornes, etc. Donc de ce côté-là, il y a aussi quand même une marge de manœuvre, une marge de progression qui peut se faire au niveau de faire une astrologie mondiale qui elle-même justement ne serait pas critiquable au niveau de ses référentiels justement tropicaux. Et là, c'est ouvert la brèche. Nous sommes dans la ville de M. Jacques Dorsan, donc lui a toujours plaidé pour le sidéralisme, donc on lui rend cet hommage. Je suis dans la ville de Volgine. Mais ça va ouvrir la brèche, alors là, complète. Si on essaye de valoriser l'astronomie sidérale alors que tous les autres astrologues travaillent avec un système, c'est ouvrir la brèche. Non, parce que non, pas forcément, parce que moi j'apporterais à ce moment-là un correctif, je dirais, nous avons une astrologie mondiale qui fonctionne comme ça, et pour revenir à la raisonnement de l'Esprit au niveau de la recherche individuelle, d'autres techniques, d'autres principes peuvent être apportés. Ce qui est important, c'est de comprendre. Non, mais on peut toujours. Non, mais... Il y aurait une seconde astrologie. Ah, de toute façon. Non, mais c'est le rapport que vous avez avec les sciences humaines. La démarche d'un scientifique va pas être la démarche d'un scientifique, mais les deux sont complémentaires. Donc, oui, il faut reconnaître qu'il y a différentes astrologies. Il faut que chaque praticien, surtout déjà, arrive à situer lui-même sa pratique et à clairement donner sa démarche au public aussi, et à dire dans quel registre il se situe. À partir de ce moment-là, on peut très bien, effectivement, unifier les théories. Pratique en physique, on essaye d'unifier. Et puis pour terminer sur quelques mots. C'est pas encore fait, nous non plus, c'est pas encore fait, mais on y travaille. Et puis pour terminer, parce que je vais devoir vous quitter, mais vous resterez en discussion avec M. Pomerey, pour terminer, je dirais qu'effectivement, il peut y avoir une astrologie mondiale, au sens où je l'entends, qui pourrait être la vitrine de l'astrologie, qui pourrait être le fer de lance de l'astrologie, et puis une autre astrologie qui serait un petit peu plus en retrait et qui serait une astrologie de la consultation, de l'individu, etc. Je pense que ça aussi c'est un problème de stratégie. Comme notre terme des après-midi d'hier, c'était la stratégie. Qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on met pas en avant? Certains qu'on aurait plus intérêt à mettre en avant une sorte de structure comme ça, à 3 niveaux, la réalité astronomique, bon, complexe, inventaire, sans fin, la discontinuité qui est posée par le fait que l'humanité a choisi quelques repères pour créer de la discontinuité, pour pouvoir respirer, pour pouvoir se donner du temps, et puis à nouveau une autre astrologie qui renoue avec le... C'est thèse, synthèse, antithèse, antithèse, synthèse. Thèse, la réalité astronomique, antithèse, la réalité astrologique se constituant en termes de signaux et en termes mondial et avec une discontinuité, et puis synthèse, à nouveau, le retour à la complexité astronomique qui elle-même devient compatible en quelque sorte avec la complexité de l'individualité, etc. Moi aussi je vais conclure en disant pourquoi on a l'impression un petit peu d'être agité là et de se battre alors que dans le fond on est d'accord. En fait moi je soutiens effectivement votre démarche, là je trouve intéressant pour une raison. Parce qu'effectivement je pense que ça peut être une sorte de pilier plus ou moins neutre auquel tous les astrologues, quelle que soit leur pratique après individuelle, peuvent se retrouver. C'est effectivement quelque chose qui peut faire consensus. Donc oui, je suis pour qu'on développe ça, que vos théories se répandent, que chacun essaye effectivement les essayer. Et si on peut au moins trouver un point fédérateur sur lesquels la communauté astrologique parle d'une seule loi, ça sera une très très bonne chose et très grande avancée, effectivement. Écoutez, je vous remercie, vous me faites très plaisir, je crois que vous avez bien capté ça. Je dis entre parenthèses, une petite pointe, c'est-à-dire que nous sommes entre hommes en quelque sorte, et que ça va être la phase misogyne, la phase écoutez bien. C'est-à-dire que je crois que, je dis ça à M. Pomerey comme ça en passant, mais c'est vrai que quand vous voyez des femmes discuter astrologie, ça ne se passe pas du tout de la même manière, et qu'ils n'en parlent pas du tout de la même façon. C'est du genre, nous on travaille comme on peut, et puis on ne cherche pas à s'expliquer pourquoi les gens pensent ceci ou cela. Donc nous, on a quand même on est plus citoyens, on est plus concernés par ce que le monde dit de nous, et on n'est pas enfermé dans notre bulle en disant voilà, nous on fonctionne comme ça, et puis le reste du monde, ils font ce qu'ils veulent. Quelque chose qui est intéressant, lorsque vous disiez qu'en fait, nous sommes d'accord sur le fait que l'astrologie et l'astronomie
ont évolué, autant ancrés dans la nature humaine, enfin. Voilà. Alors ben là, parce que vous rejoignez, et bon, je ne sais pas exactement ce que pense mon collègue, parce que je le connais depuis peu de temps, parce que si vous raisonnez comme ça, c'est sûr que vous vous poserez cette question. Parce que pour vous, c'est essayer de faire En fait, je vais être tout à fait sincère, bon, c'est un beau fan, je vais être tout à fait sincère avec vous. Comment vous fonctionnez Moi, en fait, je dis pas, je dis que ça reste plausible. C'est tout simplement par rapport à ce que je disais, si on est dans un monde soumis à un déterminisme physique absolu, pourquoi notre environnement, quel qu'il soit, n'agirait pas sur nous et sur notre comportement, sur ce que nous allons devenir. Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait pas que les questions prédéterminées et les réponses prédéterminées? Maintenant, c'est vrai que présentement, j'aurais tendance plutôt à chercher une réponse psychologique et sociologique, voire écologique aussi. C'est ça. Voilà, c'est bien ce que j'ai compris. Mais je comprends qu'on puisse penser ça si on n'a pas eu d'éducation anthropologique et que l'on essaye de faire calquer donc la théorie des astrologues en se disant ils sont fous, alors en ces cas-là ça ne vaut pas la peine de s'intéresser à eux, il n'y a aucune éducation, aucune recherche à faire parce qu'ils sont idiots. Je pense pas qu'Averroès c'était bien fou. Voilà, c'est ça. Par contre, quand on se pose des questions et qu'on se dit ils n'étaient peut-être pas dessus en ces cas-là, mais pourquoi leur système tente à fonctionner, du moins ils disent que ça fonctionne. Et là, vous essayez, vous, alors de chercher des moyens scientifiques, pseudo-rationnels, pour moi, pour pouvoir faire calquer les choses. Mais nous procédons exactement du système inverse. Voilà. Et on ne peut pas, en faisant de l'astrologie, procéder, à mon avis, avec un système inverse.